Bon, cette vidéo, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile du tout à faire, mais je pense qu'elle est nécessaire. Il me semble que je suis complètement dans les prérogatives que je m'étais fixées au tout début de cette chaîne. Savoir parler de sexisme d'un homme à des hommes pour les aider à se montrer prudents avec certaines choses dans la société, avec certaines formes de domination masculine ou de violence masculine. Et donc, je pense que c'est assez intéressant que je vous fasse cette vidéo qui s'apparence à une sorte de react, mais que j'ai quand même pas mal travaillé. Alors, je ne l'ai pas écrite, comme d'habitude, j'écris pas mes vidéos. J'ai quand même longuement réfléchi à ce que je pouvais en dire. Je me suis posé la question de la forme de la vidéo. Et finalement, j'ai fini par aboutir à ce qui me semble être la chose la plus correcte à faire. Donc, en juin 2022, Léo Grasset a été accusé par 8 femmes. Un article est sorti dans Mediapart. Les accusations qui sont portées à l'encontre de Léo Grasset sont à des degrés de gravité très variables. Ça va d'un comportement jugé comme problématique à une attitude dite de manipulateur, mais ça va jusqu'à l'agression sexuelle, et même au viol. Donc voilà, 8 accusations à des degrés très divers. Léo Grasset avait choisi de garder le silence pendant longtemps. Mais il a sorti une vidéo, il y a 48 heures, où il prend la parole sur ce sujet-là, et il se défend. Il a le droit de le faire. Il apporte certains éléments de contexte. J'ai décidé de vous montrer la vidéo dans son intégralité et de la commenter au fur et à mesure. Il y a 2 petits passages que je vais couper, l'introduction pendant 2 minutes, qui n'est pas très intéressante pour le sujet, et la partie où il parle de pourquoi sa collaboration avec Arte a été interrompue. Je vous la résumerai, j'ai rien à vous cacher. C'est juste que voilà, j'ai compressé la vidéo, vous allez voir. Je l'ai un petit peu modifiée pour pas qu'elle soit strikée sur YouTube, parce que je vais utiliser la totalité de la vidéo d'un autre YouTuber. Je l'ai accélérée également. Pareil, pour pas que le bot YouTube reconnaisse la vidéo, donc vous verrez, elle est légèrement accélérée. Et puis, on va commenter point par point ce que Léo Grasset nous dit. Il y a des choses qui sont intéressantes à relever, qui, je trouve, vont un petit peu à son crédit, et beaucoup de choses qui, moi, me font penser à ce que tous les hommes qui sont accusés d'agression sexuelle finissent par dire. Je trouve qu'il y a quelques drapeaux rouges dans cette vidéo, et ça m'intéresse de vous en parler. Juste avant de la commencer, je ne suis pas juge, j'appartiens pas au système judiciaire, ça n'est pas de mon ressort de déterminer si oui ou non Léo Grasset est coupable. Je fais très attention, je sais que les personnes qui sont au pied du mur ont tendance à attaquer parfois pour diffamation, donc je vais faire attention tout au long de la vidéo à ce que mes propos ne dépassent pas ma pensée. Juste avant de commencer, néanmoins, j'aimerais juste rappeler une chose, les fausses accusations, elles sont rarissimes. Elles font pas la loi, elles existent, mais elles sont très rares. Et donc, voilà, je ne vais pas affirmer que Léo Grasset est coupable de ce dont on l'accuse. Je vais simplement me contenter de sa réaction et d'essayer de vous montrer en quoi je pense qu'elle est complètement à côté de la plaque, qu'elle rate le coche de A à Z. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je parlerai de coupable présumé, je parlerai de victime présumée, pour prendre mes précautions par rapport à la façon dont il pourrait réagir en voyant cette vidéo, bien sûr. Et c'est évidemment, comme d'habitude, pas une attaque contre Léo Grasset. Simplement, je vous appelle simplement à toujours soutenir par principe, parce que les lois statistiques font que, les victimes présumées, toujours. Et vous montrer prudent et critique à l'encontre des discours des personnes qui sont accusées. Sur ce, on va donc lancer sa vidéo, voilà, et on va commenter ça ensemble. Donc il nous dit, c'est pas un épisode de vulgarisation, c'est une réponse à l'article de Mediapart. L'introduction, j'ai dit que j'allais vous la passer, j'ai pas menti. J'ai bien constaté le flou sur les noms, rien d'autre n'a été recherché. On la passe. Ok, donc commençons. Depuis environ 2 ans, j'entendais des rumeurs qui devenaient progressivement de plus en plus graves sur mon compte. Petit à petit, des youtubeurs, d'anciens collègues ou des connaissances que j'appréciais ont commencé à ne plus répondre à mes messages, des participations à différentes émissions et interviews se sont annulées brusquement, et un projet de podcast scientifique pour un diffuseur très populaire, dont le tournage était pourtant presque terminé, s'est débarrassé de moi sans autre forme de procès dès que les rumeurs ont atteint les oreilles de la marque. Effectivement, on a quelques réalisateurs, quelques vidéastes sur YouTube, qui ont témoigné, une fois que l'affaire était sortie dans la presse, d'avoir été mis au courant depuis un moment de ces agissements-là, quelques années, lui dit 2 ans avant la sortie de l'article, c'est peut-être 2 ans, c'est peut-être plus, je n'en ai aucune idée. Donc ça c'est vrai, effectivement il y a un certain nombre de réalisateurs, des hommes, pas que des femmes, qui se sont désolidarisés des projets qu'ils avaient en commun avec Léo Grasset, dont un célèbre réalisateur sur YouTube, qui réalise énormément d'émissions. Et donc voilà, il s'est retrouvé un petit peu mis au banc de ces projets-là. En décembre 2021, les rumeurs se sont précisées et évoquaient une enquête qui allait sortir dans un grand journal. Et 6-7 mois plus tard, donc fin juin 2022, j'ai reçu un mail de 2 journalistes qui me demandaient de répondre à une série de questions dans un entretien filmé.
Donc les deux journalistes, s'il s'agit de Léanique Bredou et Sophie Boutboul, qui sont des journalistes pour Mediapart, qui, dans le respect du contradictoire, ont contacté Léo Grasset pour lui dire voilà ce qu'on va sortir, est-ce que vous souhaitez y réagir? Au départ, j'avais aucune raison de leur dire non et je me sentais enfin libéré du poids des rumeurs. J'allais enfin pouvoir donner ma version des faits. Et après tout, je fais confiance aux journalistes. Cependant, j'avais à peine envoyé un mail en leur disant que j'étais d'accord que Camille Loyer, une avocate avec qui je travaillais déjà pour des relectures de contrats sur la chaîne, m'a proposé d'attendre un peu et de voir avec un avocat spécialiste en droit pénal, Fares Edel. Ils m'ont très fortement conseillé de ne pas répondre en l'état aux questions des journalistes. Leurs arguments étaient très solides, et après tout, c'est eux les experts, donc j'ai décidé de suivre le conseil, comme l'indique effectivement l'article. Le mieux était d'attendre, et j'ai donc attendu, en préparant de mon côté une réponse point par point. Mon projet de départ était de reprendre chaque paragraphe et de les déconstruire ou de les contextualiser grâce à des captures d'écran. Comme ça, même sans me croire sur parole, il était possible de se faire une opinion sur la seule chose qui compte, les faits. Donc ça, c'est ce qui est annoncé dans la vidéo. C'est l'objectif qu'il annonce, à savoir, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés, comme il va le préciser à 2-3 reprises, et donc j'aimerais pouvoir présenter ma version des faits, avec des captures d'écran, des choses qui sont, d'après ses dires, irréprochables. Vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il en parle un petit peu après, je vous spoil, mais une des raisons pour lesquelles ses avocats lui ont recommandé de ne pas réagir à l'article de Mediapart, c'est que, d'après eux, on se défend d'une attaque en justice devant un tribunal, pas sur les réseaux sociaux. Et ça, il va le dire dans la vidéo. Ce qui, pour moi, est une véritable incohérence avec ce travail vidéo-là qui nous sort. J'ai beaucoup de mal à comprendre, puisqu'on lui recommande de ne surtout pas se défendre ailleurs que dans un tribunal. Quel est l'intérêt de cette vidéo-là? Je ne suis pas tout à fait certain de l'objectif. J'ai une petite idée derrière la tête, on en parlera au cours de la vidéo. Le problème, c'est que je ne suis pas un média et je ne profite pas de leur passe-droit juridique, et donc je ne peux pas identifier. Alors, dire que Mediapart profite de passe-droit juridique, c'est honteux. Mediapart répond de ses actions devant les tribunaux. Ils perdent rarement, mais ils répondent de leurs actions. Ils n'ont pas du tout de passe-droit. Ça, c'est assez faux. Qui que ce soit dans des conversations privées sans m'exposer à des poursuites. J'ai donc dû réduire, donc faire une version plus courte, qui reprend quelques points importants de ce que j'avais prévu au départ. Il y aurait largement plus à raconter, évidemment, mais j'espère que ça fournira quand même une bonne idée de ce que j'avais prévu de faire à la base. L'article commence en établissant le décor d'une relation que j'aurais entretenue avec une youtubeuse de vulgarisation. L'article suggère que nous... Je n'aime pas le que j'aurais entretenu, puisqu'il reconnaît avoir une relation avec cette jeune fille qui se fait appeler Lisa, c'est son pseudonyme. Son identité, elle a été révélée sur Twitter par des imbéciles qui donc du coup l'ont exposé à un cyberharcèlement absolument terrible. Évidemment, dans cette vidéo-là, je supprimerai tous les commentaires qui feraient référence soit à son identité, soit à sa chaîne. Mais c'est pas qu'il n'aurait pas eu une relation avec cette jeune fille, il a eu une relation avec cette jeune fille. Nous avons eu une forme de relation romantique, chaotique, en pointillé, mais ça n'a jamais vraiment été le cas. Quand on s'est vu pour la première fois en 2015, d'ailleurs avant l'été, j'ai compris que Lisa était amoureuse de moi et c'était pas réciproque. On n'a jamais reparlé de sentiments ensuite. À l'été 2016, on s'est revus 2-3 fois, donc c'était clairement pas une ex, comme l'article le mentionne plus tard, et il n'y avait aucune forme d'engagement. Donc là, on joue sur les mots. Peut-être qu'il n'y avait pas de forme d'engagement, j'en sais rien, mais il y a eu une relation sexuelle, donc il s'est passé quelque chose. La première des remarques qu'on peut faire par rapport à ça, c'est que quand on s'aperçoit qu'une personne est amoureuse de nous, je ne sais pas si c'était avant ou après la relation, on n'engage pas de relation sexuelle avec cette personne-là. On va rentrer dans un rapport asymétrique, qui est un rapport qui de toute façon va créer de la souffrance. C'est vraiment très particulier d'apprendre que cette personne était une ex dans un article. Oui, mais ne jouons pas sur les mots là, Léo. Une ex. Peut-être, c'est possible aussi, parce que là, on n'a que la vision de Léo, peut-être qu'elle pensait être dans une relation, parce que peut-être que ça n'avait pas été suffisamment clair. Et étant donné ce qu'il va nous dévoiler dans la dernière partie de la vidéo, on peut penser que cette hypothèse, c'est la plus probable, à savoir qu'il n'a pas été assez clair avec elle, qu'il a profité du fait d'avoir une relation romantique, ou sexuelle en l'occurrence, pardon, avec elle, et voilà, il n'y a pas trop d'étonnement à avoir qu'elle, derrière, se sente malheureuse et ait eu l'impression d'avoir eu un début de relation avec lui et que cette relation ne se soit pas poursuivie. Et c'est précisément d'ailleurs ce qu'il va nous dire dans la suite de la vidéo. Il y a beaucoup de contradictions dans cette vidéo. Mediapart. L'article relate ensuite l'accusation de viol en décrivant la soirée telle que s'en souviendrait la témoignante. La description est très explicite, donc si vous ne sentez pas de la lire, ne vous forcez pas. C'est extrêmement important que ce soit dit tout de suite, mais je nie catégoriquement cette accusation. Ça, il a le droit de nier, mais dans son droit. Il a le droit d'avoir une interprétation des événements qui se sont produits qui n'est pas celle de Lisa. Le problème quand on a une vidéo comme ça d'une personne qui est accusée, c'est qu'on n'a que son point de vue à lui. On n'a pas le point de vue de Lisa. Et le point de vue de Lisa, et je pense, serait très intéressant à entendre si elle pouvait le développer. Néanmoins, on ne va pas faire procès d'intention, c'est hors de question, on va écouter ce qu'il a à nous en dire. Je ne reconnais absolument pas cette description des événements, qui ne correspond pas non plus à ma façon d'être dans les rapports sexuels. Ma vision du sexe est fondée sur le respect et la recherche du plaisir de l'autre. La violence n'a aucune place dans l'acte.
Que ce soit basé sur le plaisir, c'est tout à fait possible. Moi, je n'ai aucun contact avec les plaignantes. Que ce soit basé sur le respect, eh bien là déjà, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus subjectif, dans la mesure où l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de vidéastes se sont éloignés de lui, ou en tout cas je reprends leurs propos tels qu'ils les ont expliqués sur les réseaux sociaux, sur Twitter entre autres, c'est qu'apparemment il avait un rapport avec les femmes qui était assez particulier, avec des remarques sexistes permanentes, avec des insinuations au sexe en permanence. Et donc là en fait, où est le respect quelque part? Où est la forme de respect? Donc lui, il parle spécifiquement de la relation sexuelle, mais la relation sexuelle, c'est la fin de tous ces événements-là. Il y a la période de séduction, etc. Et il semblerait que dans cette période-là, il ait eu un comportement que lui reconnaît à demi-mot, vous allez voir dans la vidéo, qui fait que, voilà, quand il nous dit, pour moi, une relation sexuelle, elle est basée sur le respect, on est quand même en droit de se poser la question de ce qu'il entend par respect. Faire attention à l'autre est quelque chose de très important pour moi. Non, justement, faire attention à l'autre, c'est pas uniquement chercher à lui donner du plaisir au sexe. Faire attention à l'autre, c'est aussi quand on fait des allusions au sexe et que la personne n'y réagit pas, arrêtez. Ça aussi, ça fait partie de faire attention à l'autre. Ma sexualité, c'est littéralement créé autour de ça. En 2016, donc au moment de cette soirée, ma vision du sexe avait été entièrement façonnée par une relation amoureuse de 10 ans, qui était basée sur l'écoute de l'autre, évidemment. Pour le reste de la description de la soirée, mon souvenir est très différent de celui qui est présenté. J'avais initialement prévu de vous en faire le récit, vous raconter les discussions qu'on a eues, et ainsi de suite. J'étais partagé entre le souhait évident de réfuter une telle accusation et de rien cacher, et quand même le doute de l'intérêt de le faire devant une foule anonyme. Mais dans tous les cas, mes avocats m'ont tout simplement déconseillé de le faire. C'est probablement pas du tout satisfaisant pour vous, et ça l'est encore moins pour moi, mais pour eux, on ne se défend pas d'un crime ailleurs que devant la justice. Et donc, d'où la question que je posais en début de vidéo, pourquoi se défendre d'un crime ailleurs que devant la justice? Précisément ce qu'il est en train de faire. Personnellement, j'ai aucune compétence qui soit vaguement utile dans cette situation, alors je préfère suivre leurs conseils, qui sont largement plus avisés que ce que je pourrais imaginer, même si c'est sans doute frustrant pour vous, et que ça l'est très clairement pour moi. La suite de l'article détaille comment j'aurais, je cite, réussi à créer une bulle et à l'évincer. Ça fait partie des accusations majeures, effectivement, qui ont été portées à Léo Grasset, à savoir avoir isolé cette jeune fille après cet épisode, qu'elle décrit comme étant une agression sexuelle ou un viol, j'ai oublié comment elle l'avait déterminé elle-même, et que Léo Grasset ne reconnaît pas. Du monde des créateurs YouTube. Un sentiment qui est d'ailleurs partagé par différentes personnes interrogées. Donc voilà, d'autres personnes ont témoigné aussi en ce sens-là. Qui estiment donc que j'ai une énorme responsabilité dans son exclusion de ce milieu professionnel entre 2015 et 2019. Soyons clairs, ce passage entier... Voilà. Avant de le laisser dérouler, parce qu'il va dire des choses qui m'ennuient beaucoup, vous êtes accusé d'avoir isolé une personne. Comment vous vous en défendez? Comment vous pouvez vous défendre de ça? Pour moi, je vois qu'une seule possibilité. La première des choses, c'est de reconnaître la part de responsabilité qu'on pourrait avoir, si on en a. Et la deuxième, si on ne reconnaît pas les faits, c'est simplement de les nier. De dire, je suis en désaccord avec ça. Mais en fait, lui, il va choisir une autre approche. Une approche qui est assez problématique, qui ressemble à du victim bashing. Vous allez voir, il va mettre un storytelling en place, qui est un storytelling qu'on a l'habitude de retrouver dans la bouche des personnes qui sont accusées de ce genre de fait-là, où lui va créer un storytelling positif avec de l'empathie à son encontre, il a le droit de le faire, et il va créer un storytelling négatif à l'encontre de la personne qui l'attaque et qui l'a dénoncé. Ça par contre c'est interdit. Est lunaire. Beaucoup des conversations de l'époque ont disparu, mais j'ai quand même retrouvé plusieurs choses qui serviront d'éléments de contexte. Je passe un peu, là il explique simplement qu'il a retrouvé les discussions dans l'historique des conversations, qu'il n'a pas fait de montage, si ce n'est que, étant donné que quand on regarde l'historique, les messages les plus récents apparaissent en haut et non pas en bas, en fait il a simplement fait un montage pour que les propos les plus anciens apparaissent bien en haut pour que ce soit plus facilement lisible. Voilà ce qu'il précise ici. Elle reprochait alors plusieurs choses à cette dernière. Elle aurait potentiellement plagié une conférence de la vidéaste en question, elle mentirait sur ses diplômes. Donc là voilà, le storytelling négatif sur Lisa, il explique que Lisa est connue pour mentir, avoir des arrangements avec la réalité, faire du plagiat dans ses vidéos. Réel, et elle aurait des procédés qui sont les siens, quoi que ça veuille dire. Et donc là, il y a une question qui me vient tout de suite en tête, quel rapport? Quel rapport? On est en train de dire à Léo Grasset, vous êtes accusé par une jeune femme de l'avoir isolée socialement, et lui, en fait, est en train de nous dire, en fait, c'est elle qui s'est isolée socialement parce que c'est quelqu'un qui est problématique. Ça répond pas à la question, ça déplace le problème, il y a une forme de gaslighting là. Ça déplace le problème vers, oui mais regardez, c'est sa personnalité qui est problématique. Je ne sais pas qui est Lisa. Peut-être que c'est une
personne qui a une personnalité problématique. Peut-être que c'est une personne toxique, je n'en ai absolument aucune idée. Mais par contre, ce que je sais, c'est que l'accusation, c'est pas ça. L'accusation, c'est pas est-ce que Lisa est quelqu'un de toxique. L'accusation, elle est précise. C'est est-ce que oui ou non, il a isolé cette personne-là. Et il commence à dire, en fait, non, c'est pas moi qui l'ai isolée, c'est elle qui s'isole tout seul parce qu'elle a un comportement problématique. Et ça, c'est un storytelling qui, moi, me semble douteux. Je comprends qu'il le fasse. Je comprends qu'il explique que, en réalité, c'est pas de son fait qu'elle ait été mise au banc de ce milieu-là. Mais en fait, ça peut être résumé en une phrase. Il peut tout simplement dire, en réalité, d'autres réalisateurs, d'autres vidéastes s'étaient éloignés d'elle avant moi. Quelle est la nécessité d'aller montrer une conversation privée dans laquelle Lisa, et là on est proche de la diffamation, hein, est présentée comme une personne manipulatrice qui ment sur son âge et qui plagie des vidéos. Pourquoi on ferait ça? Qui mentirait sur ses diplômes également. Rapidement, d'autres youtubeurs et youtubeuses de vulgarisation, d'ailleurs également présents comme témoins dans l'article Mediapart, en profitent pour abonder dans son sens et partager leur propre vision d'elle. Voilà, donc pareil, donc là, il nous balance un nombre assez impressionnant de témoignages. Rapidement, d'autres youtubeurs et youtubeuses de vulgarisation, d'ailleurs également présents comme témoins dans l'article Mediapart, en profitent pour abonder dans son sens. Voilà, qui vont contre Lisa. C'est pas nécessaire. C'est absolument pas nécessaire. Il lui suffisait simplement de dire, ben voilà, dans le milieu, Lisa n'est pas quelqu'un qui était apprécié, par exemple, ou alors c'est pas moi qui l'ai mise au banc, il y avait d'autres vidéastes qui avaient des griefs. Là, la pauvre, la jeune fille, là, Lisa, si jamais elle lit ça, la jeune femme, pardon, ça peut lui faire du mal, en fait, de lire tout ça. On voit écrit personnalité, un gérant de convention, un youtubeur, enfin vous voyez, là il y a un storytelling qui est assez violent qui met en place contre elle. Et c'est pas ça la question. La question n'est pas du tout est-ce qu'elle était mal vue par d'autres personnalités. La question elle est beaucoup plus simple, c'est est-ce que Léo, oui ou non, a participé à l'isoler socialement. Alors vous pourriez me dire, bah oui, en fait, il fait ça pour montrer que c'est pas lui qui l'a isolée, qu'elle était aussi isolée. Mais ça peut être résumé en une phrase, d'une part, et d'autre part, vous allez voir par la suite qu'il a participé à son isolement malgré tout, et que ce storytelling, il a un sens. Il a un sens dans la façon dont il raconte l'histoire. Et partager leur propre vision d'elle. Cette autre personne insiste sur le fait qu'elle ment sur ses études. Celui-ci parle de tricheuse et pourquoi présenter... Pourquoi la présenter comme quelqu'un qui ment à ce point? La question n'est pas là, hein. Manipulatrice qui saurait se victimiser. Celui-là parle d'imposture et rappelle qu'elle a des méthodes. Beaucoup lui reprochaient ses arrangements avec la réalité sur des sujets aussi variés que son âge, ses études, son contrôle des commentaires pour éviter les critiques, et ainsi de suite. Certains expliquent dans la conversation qu'ils ont eu leurs propres ennuis avec Lisa, comme ce youtubeur qui raconte un conflit qu'il a eu avec elle, qui s'était apparemment fini à son désavantage. Là c'est dur pour Lisa parce qu'il y a un procès là qui lui est fait, procès auquel elle ne peut pas répondre. J'espère que Léo lui en a parlé, à désanonymiser tout ça en lui en parlant pour qu'elle puisse s'expliquer avec ces personnes-là. Mais là, vraiment, ça se transforme en un pugilat contre Lisa, alors que ça, encore une fois, aurait pu être résumé en une phrase. Je ne l'ai pas isolée, elle avait des problèmes avec d'autres youtubeurs qui s'étaient éloignés d'elle bien avant moi. Il y a donc eu toutes sortes de conflits interpersonnels de ce type entre Lisa et des vidéastes. Voilà, ça pouvait juste être résumé à ça. Il n'était pas nécessaire de présenter tous ces éléments qui, pour moi, sont un contexte peut-être qui aurait pu être résumé en une phrase, mais qui aurait pu ne pas se transformer en une sorte de pugilat. Pour des raisons qui étaient complètement indépendantes de mon existence, et qui ne me concernaient pas du tout, en fait. Bien sûr, je faisais partie de cet univers. J'avais par exemple lancé quelques années plus tôt une discussion sur le plagiat dans un groupe privé de vidéastes, en prenant comme exemple une vidéo de Lisa. Voilà. Bon, créer un groupe de discussion dans lequel on parle du plagiat, et en prenant pour exemple du plagiat la vidéo de Lisa, bah ça fait partie de l'isolement d'une personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce message, il a ça pour objectif. Vous créez une discussion entre amis, dans lequel vous dites, il y a du plagiat sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, pour illustrer ça, il y a Lisa, mais votre objectif, c'est ça. Votre objectif n'est pas du tout de prendre un exemple au hasard. Vous le faites parce que vous estimez que la youtubeuse en question ne devrait pas faire de plagiat. Je partage cette opinion. Le plagiat, ça n'est absolument pas bien, ça n'est pas défendable. Mais du coup, ça participe forcément à l'isolement d'une personne. Donc il y a une part de responsabilité par rapport à ça. Toute cette partie-là, pour moi, aurait été beaucoup plus correcte s'il avait simplement dit, effectivement, j'ai créé ce sujet de discussion avec des vidéastes, et d'autres vidéastes avaient des griefs par rapport à Lisa. Et ça aurait largement suffi. Qui ressemblait très très fortement à une vidéo d'une autre vidéaste, qui témoigne dans l'article Mediapart. Les réponses à cette discussion avaient été intéressantes, globalement respectueuses, mais aussi très éclairantes sur... Voilà, elle reste intellectuellement malhonnête et relativement lâche. Mais pourquoi préciser ça? Il dit, les discussions étaient globalement respectueuses,
et baf, nous balance cette attaque quand même très violente sur sa personne. Et ce qui semblerait que Léo ait une part de responsabilité dans le fait qu'elle ait été isolée. Une part de responsabilité, probablement faible, mais il crée une discussion avec d'autres vidéastes sur YouTube, des gens influents, pour dire il y a un problème de plagiat et elle en est coupable. Donc il participe d'une certaine façon. Il a tout à fait le droit de dire effectivement j'ai participé à ça, au fait qu'elle se sente isolée, et peut-être que je n'aurais pas dû, même si ça s'est fait dans un cadre privé, qu'il n'y a pas de diffamation, il envoie ce qu'il veut dans un cadre privé, mais néanmoins, malgré ces messages-là, Lisa avait d'autres personnes, mais c'est pas la peine de nous montrer, elle reste intellectuellement malhonnête et relativement lâche, parce que là on a de l'attaque personnelle. Et ça, pour moi, c'est pas du tout acceptable. La réputation de Lisa dans ce milieu. Et puis alors là, si j'en crois ce que je vois, c'est pas un message privé, ça c'est une publication sur Facebook, ça, avec les likes en bas. Donc c'est même pas resté en privé, c'est sorti en public. Et c'est pas le procès de Lisa qu'on fait. Vous pouvez le faire si vous voulez, si vous estimez qu'elle mérite, je sais pas, un rappel à certains codes moraux vis-à-vis du fait qu'on ne vole pas le travail intellectuel d'un créateur ou d'une créatrice pour le faire sien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le sujet, c'est pas la question. La question n'est pas là, la question c'est elle s'est sentie isolée socialement. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité? Et on voit bien qu'il y a une part de responsabilité. Et puis alors là, avec tous ces messages qui sont montrés publiquement, ah bah là, socialement, ça doit être encore plus difficile pour elle actuellement. Je lui témoigne mon soutien. C'est me donner beaucoup de crédit et priver des adultes brillants d'une grande partie de leur libre arbitre que de résumer tout ça sous l'explication assez facile que si Lisa était mise à part de ce tout petit univers de la vulgarisation scientifique pendant des longues années, c'était parce que je la maintenais activement à l'écart, moi tout seul. Mais si là, il y a une maladresse dans l'article de Mediapart, et je suis le premier à croire que c'est possible, corrige la maladresse. En une phrase. On est à combien de temps de vidéo depuis l'introduction? L'introduction se termine à 2 minutes. Ça fait 5 minutes, presque 6 minutes. Voilà, on corrige en disant, voilà, moi j'ai fait partie, très honnêtement, il a raison d'être honnête, il a raison de présenter les faits en disant, effectivement, j'ai envoyé des messages privés qui parlaient de ça, puis on passe à autre chose. Pas besoin d'aller montrer tous ces messages agressifs, presque insultants à son encontre. Beaucoup de ces personnes avaient leur propre conflit avec elle, et d'ailleurs, pour certains, la situation est passée d'une indifférence lointaine à une hostilité franchement déclarée. Dans la conversation de groupe de 2018 que je mentionnais précédemment, on apprend par exemple que la personne concernée avait pris l'initiative de préparer un thread sur Twitter, un texte sur Facebook, et qu'elle voulait détruire sa relation au partenaire institutionnel. Plus loin, ils expliquent que l'écriture d'un article dans la presse par un ami journaliste avait également été envisagée avant d'être abandonnée faute de matière. Ce journaliste témoigne également. Donc là, on continue à faire le procès de ces plagiats, encore une fois. Vous voyez, c'est très, très hors sujet. Hein, dans l'article Mediapart, d'ailleurs. Bref, c'était une campagne de dénigrement public en bonne et due forme qui se préparait, avec le soutien actif de journalistes et de quelques vulgarisateurs. Tout le truc était monté en épingle, avec d'un côté la production de témoignages signés par Lisa, répondus par des accusations de falsification de témoignages, sans compter quelques retouches photos franchement abjectes, dont certaines personnes se souviendront et que je ne mettrai pas ici parce que ce serait le ban définitif de ma chaîne. Bon, on ne sait pas très bien de quoi il parle. Sans toute cette remise en contexte, il ressort de ce segment de l'article l'impression que j'avais conspiré dans l'ombre pour lui nuire. Mais concrètement, envoyer un message privé à différents vidéastes pour dire il y a un problème de plagiat, ça pourrait se limiter à ça, on a un problème de plagiat. Mais nommer nominativement cette jeune femme, pardon, faut que j'arrête de dire jeune fille, c'est vraiment un défaut de langage que j'ai par rapport à mes étudiants qui sont très jeunes, c'est faire partie, effectivement, de sa mise à l'écart. Donc qu'est-ce que dit l'article? Devant plusieurs personnes que nous avons interrogées ou dans des groupes de discussion, Léo Grasset tient, dès 2016 et à de nombreuses reprises, des propos dégradants au sujet de Lisa. Dégradant, je ne sais pas, mais en tout cas, dans le message privé qu'il nous a présenté, bon, bah, ça fait effectivement aucun doute que c'est un message à son encontre, quoi, qui est visé contre elle. Il fait le récit d'une relation à sens unique et d'une jeune femme très éprise de lui, hardcore en love. Ça, il n'en parle pas de ça. Quand lui parle de plan cul, et il sape peu à peu sa crédibilité. Il la présente comme une psycho-bitch ou une mytho et étend le discrédit à la sphère professionnelle. Ça, il ne réagit pas non plus là-dessus, sur le fait qu'il ait dit psycho-bitch et mytho. Et si Mediapart le dit, il y a quand même de grandes chances pour que ce sont des mots qui aient été utilisés. Et c'est là que je parle de storytelling. C'est là que je dis, en fait, l'accusation de base qui est « il l'a isolé », il y a eu une campagne de dénigrement, se transforme dans la vidéo de Léo en « d'autres personnes avaient des griefs contre elle, et en plus elle plagiait, et en plus ceci, cela ». Un vrai détournement d'attention. Léo exploite alors, avec d'autres, les maladresses qui peuvent émailler le lancement de sa chaîne YouTube. À l'époque, elle est jeune, manque d'expérience et tâtonne, comme beaucoup dans cet univers très récent. Il y avait des défauts, mais j'ai corrigé très vite. Je voulais apprendre et je faisais tout pour m'améliorer, explique la vidéaste. Tout peut-être, mais rien n'y fait. La méfiance est instaurée.
Elle est manifeste quand Lisa va commencer à évoquer des violences, même de manière implicite, quand elle tweet en février 2019, à la suite des révélations de Une entreprise de décrédibilisation, comme l'indique le sous-titre, motivée par le fait que je lui en voulais tout particulièrement et que j'ai tenté de couler sa carrière. Non, ça c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit qu'il lui en voulait personnellement et qu'elle voulait couler sa carrière. C'est pas ce que l'article écrit. Avec la remise en contexte, on peut admettre que si j'ai pas fait grand-chose pour l'aider, je n'ai pas non plus particulièrement dépensé d'énergie pour dégrader son travail et sa réputation. Question de point de vue. Envoyer un message privé à d'autres vidéastes pour dire « Regardez, c'est une plagieuse », question de point de vue. Et certainement moins que d'autres. Perso, j'ai jamais contacté de journaliste pour qu'il fasse Oui, moins que d'autres, c'est un sophisme. Le sophisme de la double faute, c'est d'autres ont fait pire que moi, donc voilà, ma faute devrait être pardonnée. C'est pas une bonne justification. un papier sur elle dans la presse. Réalisez juste à quel point cette accusation est absurde. Si des youtubeurs célèbres pour leur érudition passaient leur soirée à imaginer des plans pour la détruire publiquement, qu'ils ne l'invitaient pas aux gros événements qu'ils Mais concrètement, elle a été détruite publiquement, hein, on vient de le voir avec un post sur YouTube, donc un truc, sur Facebook, donc un truc probablement public, dans lequel elle est accusée, j'ai oublié ce qui était écrit, mais de propos assez durs quand même. Elle a l'air d'avoir subi quand même une campagne de décrédibilisation très forte, pour ne pas dire plus. organisaient, qu'ils se prenaient le chou avec elle pour des histoires de plagiat, de sources ou de je sais même plus Voilà, on revient là-dessus. Elle a des problèmes avec d'autres personnes que moi. quoi. Ce serait parce que moi, tout seul, j'aurais inspiré tous ces gens à le faire. Pas du tout. Non, c'est pas du tout ce que l'article dit. L'article ne dit pas du tout que Léo Grasset a monté des gens contre Lisa. C'est pas du tout ce que dit l'article. En tout cas, dans les extraits qu'il a présentés, qui sont censés être les extraits auxquels il réagit, c'est pas du tout ce qui est présenté. Hein. Incroyable conspirateur que je suis. Non, mais n'ironisons pas. Ça, c'est de l'ironie, c'est pas la place, c'est pas le lieu. Il faut quand même témoigner au moins de son empathie à la victime présumée dans cette histoire. Parce que, mettons que absolument tout ce qui soit reproché à Léo Grasset soit faux, elle a quand même ressenti ces choses-là. Si elle a ressenti ces choses-là, elle mérite quand même de la compassion et plus qu'une ironie, comme il vient de le faire, genre méchant conspirateur que je suis avec un petit sourire. Non, n'ironisons pas, c'est ni le lieu ni la place. Il semblerait que plusieurs d'entre eux aient fini par se réconcilier avec cette personne, ce qui est une bonne nouvelle, et d'ailleurs, cette ambiance stérile et anxiogène avait également fini par m'affecter. Un storytelling en disant voilà, moi aussi j'ai été touché, vous allez voir, il va pousser le storytelling très très loin dans la dernière partie de la vidéo. J'ai donc recontacté Lisa en 2019 pour enterrer la hache de guerre, passer à autre chose et apaiser ma part de responsabilité dans la tension entre ces vidéastes. Alors soudainement, il y a une part de responsabilité dans la tension entre ces vidéastes. Léo, on te suit mal, du coup, puisque tu n'as aucun lien avec cette campagne de décrédibilisation, mais en fait un petit peu si, et puis tu as ta part de responsabilité dans les tensions entre elle et d'autres vidéastes, ce qui me fait bien penser que le message privé que tu as envoyé à ces personnes-là a jeté de l'huile sur le feu. Qui sont, pour la plupart, témoins dans l'article Mediapart. On en vient donc à ce qui est suggéré comme un message d'excuse de viol. Les journalistes de Mediapart... Faut qu'on le lise. Faut qu'on le lise parce que ça me va pas. Avec Léo Grasset, les échanges se sont poursuivis de manière très ponctuelle sur Facebook. Le 19 janvier 2019, il prend l'initiative de lui écrire pour saluer une vidéo nickel. Il ajoute « Je veux profiter de ce message pour m'excuser ». Et là, il manque quelque chose. Intéressant de garder ça en tête. J'ai pas été correct avec toi quand on s'est revus en 2016. Bon, c'était une période particulièrement bordélique de ma vie et ça va mieux maintenant, mais ça n'excuse rien. Il revient sur le plan professionnel. Je mentionnerai pas les trucs merdiques qui ont suivi, les dramas sur YouTube, etc. L'idée est vraiment de faire la paix avec tout ça et de ne plus garder de rancœur ou de froideur particulière. Une neutralité m'irait déjà pas mal. On va voir ce qu'il a à dire de ce passage. Mediapart semble insinuer ici un lien entre un message d'excuse et l'accusation de viol mentionnée en début d'article. Et ben, c'est là que je ne le suis pas du tout. Effectivement, au début de l'article, Mediapart mentionne qu'il y a 8 femmes qui portent plainte, enfin, qui l'accusent, dont une qui l'accuse de viol. Ça vient bien plus tard dans l'article. Je suis pas tout à fait d'accord quand il dit, ils sous-entendent que c'est un message d'excuse par rapport au fait que je l'aurais violée. Je suis pas du tout d'accord, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me semble que ces paragraphes-là ne parlent pas d'un contexte de viol. Qui aurait eu lieu lors de la soirée de juillet 2016. À ce stade de la lecture, on a encore évidemment en tête l'accusation extrêmement grave, et ce que suggère l'article, c'est que j'aurais donc fait cette prise de contact pour m'excuser d'un viol. Donc on va lire ce passage-là. Lisa répond 6 jours plus tard. Elle propose d'en parler de vive voix. Le rendez-vous a lieu en avril 2019 dans un café parisien. D'après son récit, Léo se serait excusé, expliquant à propos de la nuit de juillet 2016 qu'il était bourré, en parlant d'une erreur de jeunesse. Donc là, on comprend, a priori, qu'il parle du rapport sexuel qu'il a eu avec elle. Ça, ce sont les propos de la plaignante. C'est pas Mediapart qui insinue de façon sournoise, de façon insidieuse, qu'il n'y a pas de lien. Ce sont les propos de Lisa. Un récit que la jeune femme a fait à plusieurs proches. Le 19 avril 2019, Léo Grasset a écrit « Cette discussion a fait du bien ». Réponse de Lisa « Oui, c'était une bonne chose. Si tu veux en reparler au besoin, n'hésite pas ».
Donc, l'article est quand même clair. L'article ne cherche pas à dresser un portrait catastrophique de Léo Grasset, puisqu'il présente la réponse de Lisa qui est une réponse positive et qui a l'air d'être une réponse apaisée. Cependant, les journalistes de Mediapart ont étrangement tronqué le message original, dont voici la capture d'écran. Ah oui, alors malheureusement, moi je l'ai flouté, donc on va pas pouvoir tout lire. Vous pourrez retrouver la vidéo de Léo Grasset, du coup, sur Dirty Biology. Et effectivement, il a l'air de faire des excuses sur un plan plutôt professionnel que sur un plan personnel. Non, il fait quand même des excuses sur le fait qu'il n'avait pas... Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'avait pas forcément pris la mesure, qu'elle était attachée à lui, etc. Les phrases manquantes précisent la raison. Ah voilà, très bien. Donc les phrases manquantes. Donc il dit, je viens de mater ta vidéo sur tel sujet, elle est franchement nickel, je sais qu'un tel et une telle ont aidé, c'est très bien. Le fait que tu sois autocritique sur ton ancien format sur le format, en montrant visuellement celui sur l'ancienne vidéo, et le message sur le fait qu'on pouvait tous se planter m'amène à un autre truc. Bon, il est tout à fait possible que tu t'en cognes royalement de ce que je vais écrire, mais au moins, je l'aurais fait. Je l'aurais au moins fait pour moi. Je veux profiter de ce message pour m'excuser. Déjà, je n'aime pas trop l'idée de passer ma vie avec des tensions non résolues. Et en plus, je pense que c'est juste normal de ma part de le faire. Pour l'instant, tout ce que Mediapart n'a pas mis dans l'article me semble effectivement accessoire. Je vois pas ce que ça avait à faire dans l'article. Il précise, je n'ai pas été correct avec toi quand on s'est revu en 2016. Même si c'était no strings attached, donc sans une relation sans attache, ça n'aurait pas coûté grand-chose de communiquer plus. Et en plus, connaissant le reste de notre histoire, j'estime que ça me revenait un peu de poser les trucs à plat, très clairement, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et ben en fait, ce qui pourrait faire le rapprochement entre cet extrait que Mediapart a choisi et l'accusation de viol, c'est précisément ça. C'est précisément le côté de « ouais, on a eu une relation sexuelle ensemble, mais on n'était pas censé s'attacher. Et en plus, après, je n'ai pas communiqué avec toi. » Donc en fait, Mediapart n'a pas coupé des choses qui augmentent le sous-entendu. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Ils ont retiré quelque chose qui aurait rajouté un sous-entendu. Et à la fin, il met, dans tous les cas, je t'encourage à continuer dans cette voie professionnelle, c'est chelou à écrire et à lire, mais au moins c'est fait. Bien, je ne comprends pas très bien la faute de Mediapart là-dessus. Raison même pour laquelle je voulais m'excuser. Même si, comme je le disais, notre relation était sans engagement, le fait de plus parler juste après une soirée passée ensemble me semblait avoir été un comportement nul de ma part, et je voulais m'excuser. Bon, il y a une excuse, c'est bien. Il reconnaît pas les faits, mais il s'excuse de ne pas avoir donné de nouvelles et du mal que ça a pu causer, c'est déjà ça. Rajoutez à ça des mois et des années de tensions stériles dans le milieu professionnel, et vous comprendrez que j'avais une très bonne raison de vouloir apaiser ces tensions pour vivre mieux, tout bêtement. Bref, j'avais l'impression de l'avoir déçu sur ses attentes. J'étais venu, on avait couché ensemble, il n'y avait pas eu de suite, pas de message ou quoi que ce soit, et je me doutais que cette absence de communication, ajoutée à l'ambiance particulièrement toxique de YouTube, avait dû avoir un impact, et on n'avait jamais crevé cet abcès-là. Alors attention à ne pas diviser la faute. Parce que l'ambiance néfaste sur YouTube à laquelle Léo a participé en partie, je ne dis pas qu'il est principal responsable, peut-être qu'il est beaucoup moins responsable que d'autres, mais il a participé. En plus, cette relation sexuelle à laquelle il n'a pas donné suite et ensuite il n'a pas envoyé de message, en fait, ce que ça crée, c'est pas une sensation de mal-être, c'est une sensation de détresse potentiellement. Là, il y a un comportement manipulateur qui est très 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 critiquable. On émet des critiques sur une personne dans un groupe privé, on dénonce ses plagiats. D'un autre côté, on couche avec elle quand on sait qu'elle a des sentiments pour nous, puis on donne pas du tout de nouvelles derrière. C'est pas à moi de dire si ça c'est répréhensible pénalement. Il va y avoir une cour de justice. Par contre, moralement, on peut tout à fait admettre que cette attitude avec les femmes n'est pas du tout convenable, pas du tout correcte. J'ai donc fait ce pas en avant, et on s'est effectivement retrouvés autour d'un café. À ma surprise, elle a évoqué la souffrance psychologique. Et je voudrais revenir sur un truc. Il dit, au moins je l'aurais fait pour moi. Mais en réalité, c'est pas pour toi, Léo, qu'il faut aller la voir, c'est pour elle. C'est elle, en fait, qui a subi une situation de détresse. Donc, en réalité, quand tu dis, voilà, c'était aussi pour moi que je l'ai fait pour pouvoir m'apaiser parce qu'il y avait des tensions actuellement, mais en fait, c'est pour elle. C'était avec elle qu'il fallait apaiser les choses. Alors, probablement que c'est ce qu'il a fait, mais c'est pas ce qu'il a présenté verbalement. C'est probablement ce qu'il a fait. On ne va pas lui faire de procès d'intention, mais c'est elle qui est victime de ça, et en fait, c'est pas à toi d'apaiser ta conscience. Ça, c'est secondaire. Ce qu'il faut apaiser, c'est le mal-être de la personne qui a mal vécu ton comportement. Liée à cette soirée 3 ans plus tard. Contrairement à ce qu'a dit l'article, j'ai pas admis la moindre violence sexuelle. Ça, c'est vrai. L'article ne dit pas qu'il a admis des violences sexuelles, par contre. Mais c'est vrai qu'il n'admet pas des violences sexuelles. Il admet avoir couché avec quelqu'un qui était amoureux d'elle, ne plus avoir donné de contact, mais il n'admet pas dans cet article des violences sexuelles. Mais Mediapart n'a pas dit qu'il avait reconnu des violences sexuelles. J'étais plutôt extrêmement surpris. Je me souviens d'une conversation très étrange, ce qui n'est pas si étonnant vu que l'idée était de poser à plat un maximum de tension. Je me souviens avoir aussi suspecté qu'elle m'ait enregistré à ce moment-là, et lui avoir demandé si elle était en train de le faire.
Hors sujet, complet. Quel est l'objectif, si ce n'est encore un storytelling négatif, complètement hors sujet Si elle a dans la tête, si elle a subi une agression sexuelle, si elle a subi un viol, et qu'elle a dans la tête d'en parler à des journalistes et d'avoir des preuves à présenter, elle enregistre. Je peux tout à fait comprendre. En quoi... c'est hors sujet, là, je vois pas pourquoi c'est précisé, comme s'il fallait qu'on se méfie de cette personne-là. Et j'exclus pas du tout qu'un enregistrement puisse sortir un jour. Elle avait l'air vraiment affectée et nerveuse, et je me souviens très clairement m'être excusé d'avoir généré de telles émotions négatives en elle. Si s'excuser, c'est bien. C'est bien. C'est mieux de ne pas mettre les gens dans cet état émotionnel, mais pour avoir analysé quand même d'autres vidéos d'explications de personnes accusées d'agression sexuelle, ils s'excusent jamais. Là, il y a un semblant d'excuse. Je vais pas vous cacher que moi, ça me suffit pas du tout. J'avoue que c'est même pour moi un petit peu fort et un petit peu ironique d'agir d'une certaine façon dont on sait qu'elle est répréhensible et quand ça sort, ou en tout cas quand on réalise le mal qu'on a fait, dire qu'on s'excuse. Moi, il s'excuse, c'est à son crédit. C'est la seule chose à faire de toute façon. Et la conversation s'est finie de façon Non, c'est pas la seule chose à faire. La seule chose à faire, en fait, c'est de ne pas se comporter comme ça. La seule chose à faire n'est pas juste de s'excuser. apaisée, à la fois sur place puis par message. Comme je l'avais raconté à l'époque à l'une des vidéastes qui témoigne dans l'article Mediapart, j'avais vraiment l'impression que ça avait été utile, que la conversation s'était bien terminée, et elle m'avait même surpris en racontant à la fin des... Alors, attention, parce que là, il y a un truc assez grave qui arrive, mais jusque-là, moi, voilà très clairement ce que je ressens. Je vais développer ce truc de l'empathie dans la suite de la vidéo. Il y a un manque d'empathie. C'est-à-dire que si lui se dit la conversation s'est bien passée, alors que vraisemblablement elle ne s'est pas bien passée pour Lisa, il y a eu soit un manque de communication, problème de communication entre les deux, soit un manque d'empathie. Soit il lui a pas posé la question, ou alors soit il n'a pas su détecter les signes. Peut-être qu'il lui a dit « Est-ce que ça t'a fait du bien ?» qu'elle a répondu oui machinalement, qu'elle a répondu oui machinalement. Mais on voit bien que en fait ça n'avait rien apaisé du tout. détails de sa vie sexuelle, donc tout me semblait apaisé. Il précise, elle m'a raconté des détails sur sa vie sexuelle. Alors moi ça je trouve ça grave, c'est d'un sexisme. Mais pourquoi préciser ça en fait? Qu'est-ce que ça a à faire dans une vidéo dans laquelle il veut simplement dire qu'il y a eu des failles méthodologiques dans un article de Mediapart? Pour se défendre du fait qu'il n'a pas isolé Lisa, il explique que d'autres l'ont plus isolée qu'elle, et il balance tous les messages horribles sur Lisa, et ensuite il prétend que Mediapart insinue qu'il a fait un message à propos de viol. Ça n'est pas écrit, puis moi j'ai pas reconnu l'insinuation. Et là il dit, on a eu une discussion apaisée, j'ai cru que ça avait fait du bien, et à la fin elle m'a même parlé de sa vie sexuelle. Terrible. C'est un vrai détournement, c'est-à-dire qu'en fait il parle de choses qui n'ont rien à voir, qui construit petit à petit un storytelling sans réellement le construire. On est loin des vidéos de défense, entre guillemets, du bouseux qui a passé son temps à attaquer Shiny Fennec. Il l'attaque pas directement, mais en fait il l'attaque. Moi je trouve que c'est une vidéo où il attaque assez frontalement Lisa, mais de façon détournée, pour qu'on n'ait pas l'impression... Il n'y a pas un chapitre Lisa où il dit « Regardez, c'est une manipulatrice ». Et là, terminé par « Elle m'a parlé de détails de sa vie sexuelle », mais la pauvre, mais dans quel état elle doit être actuellement si elle a vu cette vidéo-là? Ce sont les derniers échanges que j'ai eus avec Lisa. Le fait que l'article omette une partie quand même assez importante de mon message a deux explications possibles. Soit les journalistes n'ont pas eu accès à l'ensemble du message, et à un élément de contexte plutôt important puisque son interprétation en dépend, soit les journalistes l'ont eu, mais ne l'ont pas mis, ce qui leur permettait d'offrir une interprétation qui colle mieux. Ben non, la troisième hypothèse, c'est qu'ils l'ont eu et qu'ils ont estimé que c'était pas nécessaire, que ça racontait pas de choses différentes, et à titre personnel, moi je trouve que la partie qu'ils ont tronquée, elle est plutôt au discrédit de Léo, plutôt qu'au discrédit de Lisa. Donc pour moi, il y a une sorte de faux dilemme là qui nous est proposé, c'est-à-dire que soit les journalistes sont malhonnêtes, ils veulent faire un storytelling, soit Lisa est malhonnête, elle a tronqué ses messages. Vous voyez, hein, c'est une façon de reporter la faute. Avec les personnages construits dans le reste de l'article. D'autres citations de l'article sont aussi tronquées, d'ailleurs. Par exemple, celle-ci, qui révèle que je suis... Donc, le youtubeur souffrirait aussi de sexsomnie. Il s'agit d'un trouble rare qui ressemble à du somnambulisme avec des gestes parfois brutaux de nature sexuelle, parfois sans souvenir au réveil. À Marine Perrin, Léo Grasset écrit le 30 juillet 2018 sur Messenger « Je baise en dormant des fois. Quand je suis dans cet état-là, je suis un peu un animal. Quand je suis éveillé, je fais vachement attention à l'autre, alors que quand je dors, je m'embalèque. » Retenez ce message, parce qu'il va le nier, il va le contredire par la suite. Parfois somnambule. Alors, je n'ai pas la citation complète, parce que j'ai supprimé la conversation il y a des années, à la demande de la concernée, qui ne l'a apparemment pas fait en retour. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a entre les crochets. En revanche, c'est un élément intéressant de l'article, qui éclaire sur son fonctionnement. Je fais effectivement parfois du somnambulisme sexuel. C'est assez rare, et les quelques personnes qui ont pu l'observer sont des gens avec qui je dors souvent, et qui sont donc mis au courant. La sexsomnie n'est pas violente, puisque je dors. Précisément, il dit l'inverse. Il dit la sexsomnie n'est pas violente, alors qu'il dit quand je dors, je m'embalèque, je suis un peu un animal. Il y a une véritable contradiction dans ce qu'il est en train de nous présenter. D'ailleurs, aucun témoignage négatif n'est associé à ça dans l'article. C'est juste
lâchées comme ça, en laissant au lecteur le soin d'en tirer Ça a la raison, effectivement, c'est précisé dans l'article, mais parmi les 8 plaignantes, aucune des plaignantes n'a parlé de problématique par rapport à ça. des conclusions qu'il veut. Ce qui est littéralement la définition d'une insinuation. Les journalistes n'ont pas mentionné que je parlais en dormant, ce qui est le cas, ou que j'éternue toujours 3 fois, ou je sais pas quoi d'autre. Non, non, elles ont parlé de sexomnie. Et si elles voulaient parler de cette particularité-là, que je possède, et pas des autres, c'est probablement parce qu'elles estiment qu'elle éclaire d'une façon ou d'une autre le reste. Alors même que ça n'a pas de rapport. Eh bien, en fait, si. C'est ça qui est intéressant, je me remets en plein écran là. En fait, si, ça a un rapport. Que dit l'article? L'article présente du coup les accusations des 8 plaignantes. Essaye de mettre en contexte ces accusations-là, le prouve avec des fragments de discussion. Si on lit Les violences conjugales de Pauline Delage, par exemple, qui est un ouvrage de sociologie, Pauline Delage, elle nous dit, dans son ouvrage, que la violence masculine, les violences faites aux femmes, elles passent rarement de 0 à 100. Il y a toujours des étapes intermédiaires. Et parmi ces étapes-là intermédiaires, il y a plusieurs choses. Contrôler la personne, la stalker, etc., petit à petit. Et que tout ça va former un cadre qui fait que petit à petit, il va y avoir une gradation dans la gravité des faits qu'on peut reprocher aux personnes qui agressent des femmes. Et donc, étant donné qu'on a l'habitude, quand des hommes sont accusés d'agression sexuelle, de viol, de violence sur les femmes, d'entendre un storytelling où on raconte absolument n'importe quoi, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, nous, peut-être que la sexomnie est un prétexte pour justifier une attitude. Ce que l'article ne dit pas. L'article ne dit pas c'est peut-être un prétexte. Mais en revanche, si c'était un prétexte, et moi je n'affirme absolument pas que c'était un prétexte, c'est tout à fait possible que Léo Grasset souffre de ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça jusque-là, mais c'est possible qu'il en souffre, c'est pas ce que je dis. Mais dans l'éventualité où ce serait un prétexte, l'article a raison de le préciser. L'article a raison de dire que la personne se définit de cette façon-là. Et dire je fais de la sexomnie en supposant que ce soit faux, mettons que ce soit faux, pas du tout ce que je dis par rapport à Léo Grasset, mais c'est quelque part un petit peu le même argument que je peux pas me contrôler. Quand un homme dit oui mais en fait j'ai eu une pulsion quand il a violé une femme. Et c'est pour ça que l'article en parle. Et non, en fait, effectivement, ça n'avait aucun intérêt de mettre dans l'article qu'il éternuait 3 fois. Là encore, il y a une forme de faux dilemme. C'est pas soit on met tous les détails de la vie quotidienne, soit on met rien. Ça peut potentiellement faire partie d'un tableau. C'est peut-être maladroit de la part de Mediapart, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais c'est pas non plus hors sujet. C'est un élément de vie privée, confié dans une conversation intime où je me sentais à tort, en sécurité, et qui est à mon avis utilisé ici afin de servir un propos. On essaye de me décrire comme quelqu'un qui, au plus profond lui-même, a un problème avec le sexe. C'est pas ce que l'article dit. C'est pas ça que l'article ne dit pas que Léo Grasset a un problème avec le sexe. Peut-être que c'est ce que lui entend, peut-être que c'est ce qu'il a peur que les gens comprennent. Ce qui est sûr, c'est que cet élément-là, moi, il m'avait paru suspect. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ça ressemble à un prétexte. Mais c'est peut-être pas un prétexte. Mais l'article, quand il décide de dépeindre, du coup, une personnalité pour essayer de permettre aux personnes de comprendre comment on peut aboutir à 8 femmes qui dénoncent des comportements problématiques, avec des degrés de gravité divers, ça fait partie du tableau qu'il faut présenter. Moi, je n'y vois pas de problème. Quelque chose comme « il force les gens, même en dormant ». Non, non, mais pas du tout. Justement, l'article se garde bien de préciser ce genre de choses-là, puisqu'en plus de ça, à aucun moment, par rapport au viol qui est décrit par Lisa, à aucun moment ils ne font référence à la sexomnie. Imaginez un peu, comme si ce trouble était automatiquement lié à une mentalité particulière. Oui, mais en même temps, quand tu mets dans un message privé que quand ça t'arrive, tu es un vrai animal et que tu t'en balèques, mais pardon, on est obligé de se poser la question justement de ce que cette sexomnie peut avoir comme effet sur les personnes qui dorment avec toi. Je suis certain que toutes les personnes somnambules ont dû apprécier ce petit passage aux accents psychophobes. Voilà, d'accord, donc là il y a une victimisation, donc ce serait de la psychophobie. C'est une des discriminations très à la mode sur les réseaux sociaux, avec une sorte d'appel à la pitié de toutes les personnes somnambules. Bon. Toutes les citations de l'article ne sont pas tronquées. Certaines sont aussi prises à l'envers. Vers la fin de l'article, un vidéaste mentionne par exemple une discussion qu'on a eue par message. Voilà la citation d'origine. La citation dit « Choqué par les confidences de Manon Bril, Romain Monté de la chaîne Linguisticae raconte avoir confronté Léo Grasset sur Messenger en avril 2020, en disant « Franchement, Léo, what the fuck ? Ton comportement avec les meufs, non ?» Écrit Romain. Réponse « J'ai clairement des torts. Il y a un peu de slut-shaming. Là-dedans, effectivement, un peu de vraie merde que j'ai faite ici et là et du storytelling. » Il va revenir très spécifiquement sur la notion de slut-shaming. Et Romain Monté de la chaîne Linguisticae a dit bien d'autres choses depuis sur Twitter à propos de Léo Grasset en disant qu'il avait été témoin de d'autres comportements qui l'avaient choqué. Il n'y a pas que ça, mais restons là-dessus et écoutons ce que Léo Grasset a à en dire. Dans laquelle on comprend que parmi mes torts, je reconnais avoir slut-shamé des femmes en plus d'avoir fait de la vraie merde.
Voilà. Ça, par contre, je le rejoins. Effectivement, cet extrait choisi par Mediapart laisse sous-entendre qu'il ferait du slut-shaming. Je vais vous laisser lire un petit peu ce qu'il décrit là. Pourtant, la citation Parce qu'en fait, l'accusation est inverse, mais vous allez comprendre. complète. L'interprétation de cette discussion par les journalistes est un contresens complet. Je voulais signifier qu'on me jugeait sûrement sur le nombre de mes relations sexuelles, d'où la mention du fait que j'étais perçu comme un fuckboy, ce qui est, à mes yeux, une forme de slut-shaming. Et là, c'est non, en fait. Donc, je comprends effectivement la confusion de l'article, il a raison de le préciser. Sauf que non. En fait, une discrimination systémique, quand elle touche un groupe dit dominant à cause d'un groupe dit dominé, quand cette discrimination s'inverse, n'en fait pas une discrimination systémique. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a des propos qui peuvent être des propos à teneur raciale, à teneur raciste, pardon, tenus par des personnes issues de l'immigration contre des personnes blanches, on ne peut pas dire qu'il y a du racisme contre les blancs dans la société. On ne peut pas dire ça. De la même façon qu'il peut y avoir des femmes qui tiennent des propos misandres, on ne peut pas dire qu'il y ait de la misandrie dans la société. Parce que la discrimination systémique, c'est la misogynie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propos misandres. Ça veut simplement dire que ça n'est pas un système. Et donc, en fait, reprocher à Léo Grasset d'avoir plusieurs partenaires, ça n'est pas un slut-shaming inversé. Le slut-shaming, c'est systémique. C'est-à-dire que ce qui fait système, ce sont les hommes qui jugent les comportements sexuels des femmes. Ça fait système. Et l'inverse est faux. Et l'inverse est même plutôt interprété à l'inverse. À savoir qu'il y a une forme d'admiration secrète pour les hommes qui ont beaucoup de partenaires. C'est tout l'inverse pour les femmes. C'est ça le slut-shaming. Et du coup, qu'on ait reproché à Léo Grasset d'avoir plusieurs partenaires sexuels n'est pas du slut-shaming. On n'a pas le droit de voler des discriminations qui ne nous appartiennent pas pour son propre storytelling. Que ça me désole qu'on ait pu lui faire des remarques par rapport à ça, j'entends. J'entends qu'ils se disent, en fait, je couche avec qui je veux quand je veux, j'ai tout compte à rendre avec personne. Maintenant, de ce qu'on voit depuis le début de la vidéo et de ce que lui nous en dit et l'article de Mediapart, en fait, ce qu'on lui reproche, c'est la façon. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas donner de nouvelles. Et vous allez voir qu'il y a d'autres accusations qui vont dans ce sens par la suite. Je parlais pas d'autres femmes, je parlais de moi. Comme je le disais en début de vidéo, je ne pourrais pas répondre paragraphe par paragraphe comme je l'avais prévu initialement. C'est le problème de la loi de Brandolini. Ça prend plus de temps et d'énergie de répondre à des erreurs que de les émettre. Mais il me semble important de comprendre à quel point les citations utilisées dans l'article peuvent manquer d'un contexte qui, parfois, change leur sens et qui, à minima, change leur impact. Prenez cette citation, par exemple. À un ami, Léo écrit que sur YouTube, toutes les meufs mignonnes ou bonnes, même, hop, elles sont niquées de la tête, ou en dépression à cause de moi. À un ami, Léo écrit que sur YouTube, toutes les meufs mignonnes ou bonnes, même, hop, elles sont niquées de la tête, ou en dépression à cause de moi. J'ai retrouvé la discussion complète dans laquelle je faisais une présentation du monde de YouTube à une personne qui... Et donc, voilà, il présente la discussion complète comme il le dit, donc on le voit bien, il finit par écrire « Oups ». Le youtubeur répond « Moi qui pensais que ça sniffait de la coke contre les seins des journalistes comme Bini, très décevant comme milieu », et Léo répond « Ah bah j'aimerais ». Bon, d'accord, en quoi ça le dédouane, on va l'écouter. Il faisait ses premiers pas en tant que créateur, et c'était évidemment satirique. Voilà, alors, bon... Il est quand même, c'est une personne intelligente, Léo, ça se sent dans sa façon de s'exprimer, dans le choix de ses mots, etc. Donc c'est quelqu'un qui sait raisonner. Et donc, il y a des choses dont il sait pertinemment qui ne sont pas, qu'on peut plus dire aujourd'hui. On peut pas dire, par exemple, on peut plus rien dire. On peut pas dire, ah ça va, c'était qu'une blague. Mais en fait, c'est exactement ce qu'il est en train de faire sans le dire. Il dit, voilà, j'ai écrit ces choses-là de façon ironique et c'est mal interprété. Mais en fait, même de façon ironique, une discussion entre deux hommes qui disent toutes les meufs bonnes, elles sont niquées de la tête ou en dépression à cause de moi, et l'autre qui répond moi je pensais qu'on sniffait de la coke entre les seins de journalistes comme Bini, même dit avec ironie, ça n'a pas à être dit, c'est de la masculinité toxique. L'article de Mediapart, je trouve, a raison, et moi je trouve que cet extrait, quand il dit l'article Mediapart n'a pas mis l'extrait en entier, c'était de l'ironie, l'extrait, en fait il est pire que ce que Mediapart a choisi. Comme on peut le voir de façon assez évidente. Et puis bah non, c'est pas évident en plus de ça. Je suis désolé, c'est pas évident qu'il y ait de l'ironie dans ces messages-là. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Peut-être que je me trompe, mais je ne perçois pas l'ironie là-dedans. La conversation entière, en fait, était basée dans ce style. Tous les traits sont exagérés, rien n'est à prendre au mot. Bref, c'est encore un truc dit au 4e degré. En coupant aux bons endroits, c'est utilisé de façon littérale. Mais non, parce qu'il précise bien, à un ami, Léo a écrit que, et c'est littéralement ce qui a été écrit. Il précise pas l'intention. Pour solidifier le personnage. D'autres méthodes sont utilisées ici et là. Prenons par exemple ce passage. D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre, serait coutumier de relations virtuelles très intenses. Les journalistes semblent suggérer ici que j'esquive ce point en particulier, mais comme je l'indiquais en début de vidéo... Non, pas du tout. Les journalistes n'écrivent pas, je reviens en arrière,
D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre, Voilà, ils ne mettent pas, d'après ces récits, Léo Grasset qui n'a pas souhaité répondre à la question. Il précise qu'il n'a pas souhaité répondre, ce qui est tout à fait ce qui s'est produit. Il n'a pas souhaité répondre. Attendez, parce qu'il développe un peu. serait coutumier de relations virtuelles très intenses. Les journalistes semblent suggérer ici que j'esquive ce point en particulier. Mais non. Comme je l'indiquais en début de vidéo, j'ai tout simplement pas répondu à leur demande d'entretien, tout court, et ce, sur le conseil de mes avocats. Pourtant, on retrouve cette formulation pas moins de 5 fois. Mais heureusement qu'on retrouve cette formulation pas moins de 5 fois. Heureusement que quand Mediapart fait une accusation, qui est une accusation qui est quand même... Ce sont des accusations qui sont graves, que Mediapart relaie, qui pourraient valoir un procès en diffamation si jamais c'est pas bien sourcé, si jamais c'est pas bien précis. Heureusement qu'à chaque fois qu'il présente un nouveau fait, il rappelle qu'il n'y a pas eu de réponse. Parce qu'il y a un respect du contradictoire à avoir. Et très certainement que quand ils ont demandé une réponse à Léo Grasset, qu'il avait tous ces points sous les yeux. Mais à aucun moment, il y a écrit qu'il n'a pas souhaité répondre à cette question spécifiquement. Et le fait qu'il soit précisé plusieurs fois qu'il n'a pas souhaité répondre montre bien qu'il ne précise pas que Mediapart ne sous-entend pas qu'il ait refusé de répondre à cette question-là précisément. Mon article est dans l'en-tête, et elle a pour effet d'insinuer qu'à chaque fois, j'esquive des questions qui seraient particulièrement gênantes pour moi. Ce qui donne énormément de force à la déclaration qui précède, évidemment, puisqu'elle taperait juste. Très utile pour suggérer un aveu de culpabilité, peut-être. En tout cas, le fait de le répéter une fois toutes les 2 pages instrumentalise ma volonté de ne pas répondre à leurs questions. Un autre aspect de l'article qui mérite d'être mentionné, je pense, est l'utilisation fréquente de citations d'experts, qui semblent établir un diagnostic. D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre encore, serait coutumier de relations virtuelles très intenses, passant par l'envoi de très nombreux messages sur une courte période. Ce que les anglo-saxons appellent le love bombing, c'est-à-dire le bombardement d'amour, qui peut créer une dépendance affective très forte, et submerger d'émotions celui ou celle qui les reçoit. Donc les deux sociologues qui disent ça sont Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, donc spécialistes des violences conjugales. Ils s'en étonnent, vous allez voir, ils s'en étonnent, je vais faire ma réaction dès maintenant, comme ça vous pourrez suivre son propos en entier. C'est très bien qu'ils fassent ça à Mediapart. C'est très bien qu'ils disent pas eux-mêmes, en tant que journalistes, ce qu'il a fait ressemble à du love bombing, envoyer beaucoup de messages à quelqu'un, avoir une relation sexuelle et ne plus jamais répondre. Les sociologues appellent ça du love bombing. C'est très bien qu'ils fassent appel à des experts, c'est exactement ce qu'on attend de journalistes en réalité. Et donc non, il fait pas appel à des journalistes pour te psychiatriser, Léo. Ils font appel à des spécialistes pour te psychiatriser, ils font appel à des spécialistes parce que ces questions-là ont été théorisées par des personnes dont c'est l'objet d'études précisément. Et il ne faut pas y voir d'autres signes ou d'autres symptômes du fait que Mediapart, soi-disant, ne serait pas fiable ou ne serait pas sérieux. Indiquent les travaux de Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, spécialiste des violences conjugales. On retrouve le nom de ces 2 spécialistes à 3 reprises dans l'article, les 2 autres fois mentionnant le gaslighting et le stalking, bien qu'ici, ils ne se prononcent pas sur ce cas précis. Mais on va quand même parler de trac, histoire de suggérer à quel point il est dangereux. Aux US, la règle Goldwater stipule que les psychiatres ne peuvent pas donner un avis professionnel sur une personne qu'ils n'ont pas examinée eux-mêmes et dont ils n'ont pas obtenu le consentement, ce qui semble plutôt prudent comme approche. Ces 2 personnes ne sont certes pas médecins, ils sont sociologues, mais l'idée reste la même. Personne ne peut vraiment déterminer quoi que ce soit sur la psyché de qui que ce soit sans faire un vrai travail de psy. C'est exactement ce qu'ils font justement. En fait, ils ne déterminent pas quelle est la psyché de Léo Grasset en faisant ça. Il dit ces comportements-là, nous, quand on les étudie dans le cadre des violences conjugales, on les a systématisés, on les a compris, on les a théorisés. Et on appelle ça du love bombing, et on appelle ça du stalking, et on appelle ça du gaslighting. C'est ça ce qu'ils disent seulement. Et inclure ces experts dans l'article me semble surtout une façon d'établir un argument d'autorité, pour marteler une idée comme « Regardez, même ces professionnels disent qu'il est vrillé ». Mais c'est important qu'ils fassent ça, c'est important que ce ne soit pas un billet d'opinion seulement. C'est important qu'ils puissent dire, des spécialistes des violences conjugales repèrent dans ces attitudes-là des choses qu'ils repèrent dans leurs travaux. Surtout, ces experts permettent des glissements entre « il avait des comportements qui ont rendu ces personnes tristes ou les ont fait souffrir » à « ces comportements sont de la manipulation et c'est du ressort de la psychiatrie ». Ils ne disent pas que c'est du ressort de la psychiatrie ou que c'est un manipulateur, ils disent que ça s'appelle du love bombing, que ça s'appelle du stalking ou que ça s'appelle du gaslighting. Dans le paragraphe plus haut, par exemple, on passe d'un phénomène relativement commun, les nombreux messages sur une courte période. Non, c'est pas commun ça. Envoyer beaucoup de messages sur une courte période et ne plus en envoyer après, c'est pas commun. Justement, c'est partie des choses qui font souffrir les gens, dont on est censé s'apercevoir très tôt quand on a des communications régulières avec quelqu'un et qu'on coupe les communications, ça crée de l'anxiété chez l'autre. Normalement, c'est quelque chose qu'on comprend à l'adolescence, ça n'est pas commun. C'est anormal. A ses conséquences comme la dépendance affective très forte, a un sous-entendu bien plus grave ensuite, ici en montrant que c'est un sujet étudié par des spécialistes de violences conjugales. Mais heureusement qu'ils précisent que ce sont des spécialistes de violences conjugales, ils allaient quand même pas demander leur avis à des spécialistes en cryptozoologie. Je veux dire, encore heureux qu'ils disent ces concepts-là sont analysés par des experts de violences conjugales. Si demain,
Léo Grasset décidait lui-même de faire un sujet sur les violences conjugales, j'espère, Léo Grasset, que tu feras appel à des spécialistes des violences conjugales. Ailleurs dans l'article, on passe de « on s'envoyait beaucoup de messages et on devenait très proches, mais on a été déçus de ne pas vivre la même histoire ». Non, c'est pas du tout ce qui est écrit, parce qu'elle raconte des rendez-vous espérés, finalement annulés, des soirées programmées et repoussées. C'est pas du tout ce que tu viens de présenter. Ah, il manipulait la réalité de ses victimes afin d'abuser mentalement d'elles. Non, c'est pas ce qui est écrit. Il écrit ensuite un vécu qui peut semer la confusion avec des injonctions contradictoires. Effectivement, si tu lui donnes rendez-vous et que t'annules sans raison, simplement parce que ça t'excite dans l'instant et qu'après tu ne l'assumes pas, évidemment qu'elle se sent manipulée, et évidemment que ça ressemble à du gaslighting. Et eux ne disent pas dans l'article, il a fait douter la victime de sa mémoire, de sa perception. Il dit, cette façon de faire, de donner le rendez-vous, de ne pas y aller, c'est ce qu'on appelle parfois du gaslighting. Sans réelle transition, autre que, il y a un expert qui a dit. Et je vais revenir sur ces ressentis, mais avant, je veux juste rapidement passer sur quelques autres exemples de méthodes utilisées pour dresser ce portrait. Un point central est que l'article joue sur le fait qu'il y a 8 témoignages, en mettant principalement en avant le premier, qui est une accusation de viol. Comme le journal fonctionne sur... Non, il ne met pas, en tout cas dans le titre de l'article, qu'il y a une agression, qu'il y a une accusation de viol, on lit, star de YouTube, Léo Grasset est mis en cause par plusieurs femmes. Et ensuite, je vous lis l'en-tête. À la tête d'une chaîne spécialisée de vulgarisation scientifique, le trentenaire est mis en cause par plusieurs vidéastes. L'une d'entre elles l'accuse de viol. Cette autre affirme avoir subi des violences psychologiques, sexuelles ou avoir constaté un comportement jugé problématique. Il conteste ces accusations. Au contraire, c'est extrêmement nuancé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils sous-entendent, ni dans l'article, ni dans l'en-tête, qu'il y aurait 8 viols. Abonnement payant, une très grande majorité des personnes ont surtout eu accès à l'en-tête, qui ne distinguait que très vaguement ces accusations. Non, mais l'en-tête ne distingue pas vaguement les accusations. C'est écrit spécifiquement qu'il y a 7 personnes, 7 femmes, qui dénoncent des comportements qui jugés problématiques, comme ils disent, et une pour viol. La nuance, elle est parfaitement faite. Et comme l'a mentionné un article publié sur le blog de Mediapart, d'ailleurs, les gens lisent surtout les titres et commentent ensuite très rapidement. Pas de surprise donc à ce qu'on trouve un peu partout sur Internet des commentaires insinuant que j'aurais violé 8 personnes. Mais ça, c'est grave, et ça, je suis d'accord avec toi, Léo. Je veux dire, si les gens, malgré cet article, cette en-tête qui pour moi ne prête absolument pas à confusion, se disent il a violé 8 personnes, mais ça me désole. Mais ça, c'est pas la faute de Mediapart. C'est pas la faute de... Le principe d'un titre, c'est qu'il faut résumer le contenu. C'est pas la faute de Mediapart que des personnes soient absolument incapables de lire autre chose, surtout qu'on peut lire le premier paragraphe quand c'est payant. Quand l'article est payant, l'article il a été rendu public absolument partout. Enfin, je veux dire, on a pu le lire très facilement, même moi. J'ai pu accéder à l'article facilement alors que je n'étais plus abonné à Mediapart à ce moment-là. Et bon, voilà, non, je suis pas du tout d'accord. C'est pas la faute de Mediapart si les gens lisent le titre et commentent. La vidéo, accessible librement, a sans doute offert plus de détails, mais tout le monde n'a pas autant de temps à y consacrer. Mais alors là, non. Enfin, d'un côté, tu peux pas dire l'article, il résume trop, et derrière, ils ont fait une vidéo, mais en fait, elle est trop longue pour prendre le temps de détailler. Je veux dire, c'est pas cohérent, ça. Ils ont pris 45 minutes pour justement mettre toutes les nuances nécessaires pour que les gens qui n'aient pas lu l'article puissent voir la vidéo. Et puis, pour une personne qui fait parfois des vidéos de 45 minutes aussi, non, un propos nécessite parfois du temps pour être développé. C'est très bien qu'ils aient fait une vidéo de 45 minutes. On peut pas leur reprocher d'un côté d'avoir simplifié, ce qui n'est pas le cas en plus. Les accuser d'avoir simplifié dans un titre et ensuite d'avoir pris le temps de détailler dans une vidéo. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Or, les 7 autres témoignages sont de nature complètement différente. L'un d'entre eux est celui d'Émilie, une fille avec qui j'ai eu une relation courte, qui s'est terminée de façon décevante pour elle, mais aussi pour moi. On aurait clairement pu s'éviter cette déception, dans laquelle je prends volontiers ma part de responsabilité, c'est clair. Un autre témoignage... La deuxième fois qu'il prend sa part de responsabilité dans les choses, qui reconnaît toujours pas le viol, mais il reconnaît son attitude avec les femmes. Pardon, ça c'est quand même à mettre à son crédit, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les vidéos. Encore une fois, vous savez ce que j'en pense. Très facile de faire des excuses après une fois que c'est ressorti, mais voilà, le fait est qu'il n'a pas l'indécence, en plus de ça, de tout renier, quoi. Je décris une relation par message en dents de scie. Un autre encore décrit des échanges par message, suivis d'une soirée en clairement pu s'éviter cette déception, dans laquelle je prends volontiers ma part de responsabilité, c'est clair. Un autre témoignage décrit... Je vais le lire. Jeanne, une youtubeuse aux centaines de milliers d'abonnés, raconte ses échanges de la même année. Elle dit que c'était très pernicieux. Il y avait des fois où il ne me répondait pas pendant une semaine et ensuite une dizaine de messages en 1 heure. C'était toujours à son bon vouloir à lui. J'avais l'impression que j'étais à sa disposition. C'est pas la même chose que ce qu'il présente encore. Une relation par message en dents de scie. Pas en dents de scie, non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit pas en dents de scie, quoi. Elle dit clairement du love bombing, comme ça a été décrit, et puis plus rien. C'est pas juste une relation en dents de scie, c'est une relation qui lui a fait du mal, c'est une relation qui l'a mis dans un état d'angoisse profond. Un autre encore... Là, l'autre, c'est lequel? Pendant 2 mois et demi, c'était non-stop, dit aussi Chloé, 27 ans, comédienne, qui a gardé un mauvais souvenir de sa relation virtuelle en 2019. J'ai eu l'impression d'être un peu un objet qu'il ne considère pas. Ça a été psychologiquement compliqué. Après une nuit passée avec Chloé, Léo Grasset aurait disparu, selon son récit.
Dans ma situation psychologique fragile de l'époque, je me suis beaucoup dit que c'était de ma faute. Écrit des échanges par message, suivis d'une soirée ensemble, puis Elle décrit pas que un échange de messages d'une soirée passée ensemble. rien. Non, non, mais non, pas puis rien. Pas puis rien. Puis situation psychologique fragile, puis c'était de sa faute, etc. Pour une vidéo qui dit vouloir présenter des faits, être plus contextuelle, je la trouve assez loin de la réalité. Hein. Bref, ça l'a pas fait pour moi, j'étais pas disponible dans ma tête et je m'en suis excusé d'ailleurs auprès d'elle. Ces histoires ont généré des ressentis très négatifs et je m'en excuse. Cependant, il y a une confusion des genres énorme entre la première accusation et celle-ci, en particulier dans un en-tête qui les regroupe tout ensemble sous une forme condensée. Il les regroupe pas tout ensemble, puisqu'il est mis en cause par plusieurs femmes. Donc déjà, il n'y a pas de viol, donc il ne sous-entend pas qu'il y a 8 viols, et ensuite il précise bien l'une d'entre elles l'accuse de viol, et cette autre affirme avoir subi des violences psychologiques, sexuelles, ou avoir constaté un comportement problématique. C'est on ne peut plus clair. Qui est plus facile à partager et à retenir. Est-ce que c'est une stratégie volontaire ou non de la part des journalistes? Non mais voilà, vous vous rendez compte. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est pas le comportement qu'il a eu, c'est les journalistes qui en parlent de la mauvaise façon. Ça, pour moi, c'est indécent, ça. Je ne peux pas me prononcer, mais dans tous les cas, l'effet vicieux est là. L'article utilise évidemment cette avalanche de témoignages pour raconter un tout cohérent sur ma relation avec les femmes et appuyer la véracité de l'accusation de viol du début. Un mec qui stalk, qui harcèle ou qui déçoit tout le monde semble plus crédible comme violeur que quelqu'un qui n'a pas tout ça. Tu sembles étonné, mais c'est précisément le travail de Pauline Delage sur les violences conjugales, de préciser ça, d'expliquer qu'effectivement, tant qu'en fait on n'a pas une conséquence de nos actes, on va toujours un petit peu plus loin dans les actes de violence. Ça peut commencer par des remarques sur le physique, ça peut commencer par contrôler un téléphone, suivre la personne dans ses déplacements, lui dire qui elle est censée rencontrer, et puis frapper, et puis agresser sexuellement. Ça, c'est un truc que Pauline Delage explique très bien. Et tant qu'il n'y a pas de conséquence, la conséquence, ça peut être un passage au commissariat, un passage devant un juge, ça peut être une remarque très désapprobatrice d'un proche, etc. Et bien, il y a toujours un risque pour que ça aille un degré au-dessus. Et comme Mediapart connaît les mécanismes des violences conjugales, et ben en fait, il dresse le portrait complet. Parce que dans le portrait des personnes qui agressent, les femmes, sexuellement, physiquement, et ben il y a justement toutes ces étapes-là qui existent auparavant, de gaslighting, de lovebombing, etc. Ce que dit l'article de Mediapart n'est pas que Léo Grasset est coupable de biviol. Ce que Mediapart ne dit pas. Ne dit pas ça. L'article de Mediapart ne dit même pas qu'il est coupable du viol dont il est accusé. L'article de Mediapart dit il y a dans la construction de ce personnage, dans ces relations-là, des choses qui sont similaires avec ce que les sociologues retrouvent quand ils font des études sur les violences conjugales. Voilà ce que dit l'article de Mediapart. Il est prudent, cet article. Il donne la parole à des victimes, il propose un contradictoire, il demande à des sociologues d'analyser ce que les victimes disent, les sociologues donnent leurs conclusions en disant bah effectivement il y a des signes qu'on retrouve dans les mécanismes des violences conjugales. Et donc là Léo Soie ne connaît pas les mécanismes des violences conjugales, ce qui est tout à fait possible. J'ai l'impression que tous les hommes ont l'impression de savoir ce que c'est que la violence masculine, tous. Et puis en fait, pas tant que ça quand on y pense. La violence masculine c'est quelque chose qui nous échappe parce que la violence masculine on a toujours l'impression que c'est mettre une claque à une femme, ou la violer, ou la tuer, encore pire. En fait, les violences masculines, c'est un iceberg, vous connaissez ça par cœur, vous suivez la chaîne. C'est même vous qui m'avez appris ce que c'était. Cette pyramide avec au sommet le fémicide et puis tout en bas toutes les micro-agressions, qui sont des agressions de violence. En fait, et donc, voilà, là, Léo, soit il a une incompréhension de ça, ou soit il crée un storytelling en sa faveur. Qui vole un œuf, vole un bœuf, et ainsi de suite. C'est la même pente savonneuse que celle qui est suggérée par l'utilisation des citations d'experts. Dans un tout autre domaine, la production de la série du Vortex est également évoquée dans l'article. J'ai effectivement co-créé. Donc voilà, ça c'est un petit peu moins intéressant pour nous. Je vous invite à le regarder parce que voilà, il en a gros sur le cœur sur la fin de son histoire avec le Vortex. Il a été supprimé du générique comme co-créateur, ça ne se fait pas, c'est quelque chose qui ne se fait pas et il en parle, ça n'a pas trop de rapport avec le sujet. Cette série qui est toujours faite avec moi. Une autre personne qui reprend. Et il répond aux accusations qu'on lui a fait à ce moment-là. Donc j'avance un peu. Interprétée d'une façon très biaisée, qui sert à un storytelling général. Des témoignages comme celui d'Arte sont là pour créer un personnage malsain en tout, non seulement toxique avec les gens, mais également dans son travail. Là, je suis d'accord avec lui pour le coup. Alors, pour le coup, entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un article qui parle de son relationnel aux femmes, je vois pas trop ce que sa vie strictement professionnelle, durant laquelle on ne lui a pas fait de reproches. Il y a eu évidemment des problèmes dans son attitude avec les femmes dans le cadre professionnel, mais là, par rapport au Vortex, c'est pas ça que l'article décrit. L'article décrit des choses qui sont complètement en dehors de ces 8 accusations. Donc là, je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est un peu hors sujet de la part de Mediapart. Du choix des journalistes de ne pas mentionner qu'il s'agisse d'un petit groupe très connecté, pas des inconnus, et également dans son travail. La démarche journalistique d'introduire ce témoignage et d'autres révèle ce qui a été, à mon avis, un projet de cet article. Créer un portrait qui soit convaincant par tous les moyens. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils se sont pas levés un matin en se disant tiens, on va créer un portrait de Léo Grasset. Ils se sont levés un matin, ils ont reçu un mail d'une jeune femme
qui a eu un problème avec ton attitude. Ils se sont posés 2-3 questions. D'autres jeunes femmes ont participé à ce témoignage-là. Au bout d'un moment, ils ont plusieurs témoignages. Ils se sont dit, il y a un problème. Il y a un problème systémique dans sa relation aux femmes. C'est ça ce qu'ils se sont dit, probablement. Et donc, on va creuser. Ils se sont absolument pas dit, ah, si on allait dépeindre un personnage de Léo Grasset. Là, il y a quand même un renversement quand même de la culpabilité. C'est pas Mediapart qui est responsable d'avoir créé un personnage. C'est l'attitude que Léo Grasset a pu avoir avec des femmes qui a été mal vécue par ces femmes-là, qui fait qu'il y a un article sur Mediapart qui lui convient pas, évidemment. Il a raison de dire que l'article ne lui convient pas. Mais voilà, c'est pas Mediapart qui est responsable de quoi que ce soit là. Et parfois, ce sont les choses qui manquent qui sont perturbantes. Par exemple, le fait que la grande majorité des gens qui sont dans l'article se connaissent entre eux n'est pas vraiment mentionné. Je dois pourtant avoir des... Mais en fait, le fait que les personnes se connaissent entre elles, les plaignantes, est hors sujet. Qu'elles se connaissent ou qu'elles ne se connaissent pas. S'il y a des problèmes de comportement avec ces personnes-là et que Mediapart a suffisamment de matériel, de preuves déjà pour pouvoir affirmer qu'il y a un problème d'attitude, ça n'a pas d'importance qu'elles se connaissent. Parce que là, c'est toi, Léo Grasset, qui fait un sous-entendu. C'est toi qui fais le sous-entendu de « il pourrait y avoir un truc collectif contre moi qui s'est monté pour me faire tomber ». Photos de groupe où la plupart de ces gens sont dessus. Ils sont pour la plupart collègues, amis ou même plus. Le milieu de YouTube est minuscule, et si je comprends tout à fait que ces personnes soient dans une démarche de protection de leurs amis, je suis en revanche étonné du choix des journalistes de ne pas mentionner qu'il s'agisse d'un petit groupe très connecté, pas des inconnus. Mais et alors ça veut dire que tout est vrai ou tout est faux, c'est ça? C'est-à-dire que comme elles sont dans un groupe, peut-être que tout est faux? J'ai du mal à comprendre en fait ce qu'il sous-entend. Il reconnaît ses attitudes, il reconnaît avoir beaucoup écrit, avoir donné des faux espoirs, avoir couché avec des personnes amoureuses de lui, et là d'un coup, ouais mais Mediapart aurait dû dire qu'elles se connaissaient. Et alors? Ça aurait pu être intéressant à évoquer parce que, comme je le disais en début de vidéo, ça faisait plus de 2 ans que j'entendais parler de rumeurs, et j'imagine qu'elles ont commencé bien avant. Ça a laissé largement le temps pour qu'il y ait une relecture de ma personne qui se fasse sous un prisme largement moins flatteur, plus ou moins collectivement. Mediapart a d'ailleurs instauré la pratique des boîtes noires, un pied de page où les journalistes peuvent détailler la méthode et l'historique de l'enquête, le temps qu'ils y ont passé et ainsi de suite, et dans celui de l'article, on y trouve que la mention au fait que j'ai refusé de répondre à leurs questions. Cependant, et au-delà de ce que je pense de la démarche... Oui, alors bon, je lis quand même souvent Mediapart, mais la boîte noire, bah, c'est souvent exactement ça. Hein. C'est souvent simplement, la personne n'a pas répondu à nos sollicitations. Hein. Parfois, il y a des méthodes qui sont données journalistiques, mais c'est quand même plutôt rare, hein, qui révèlent la façon dont ils sont allés chercher les sources, c'est plutôt commun. Hein. Et de la qualité de ce papier, il faut bien admettre une chose. Ça fait beaucoup de gens qui sont suffisamment déçus de moi, ou même blessés, pour être suffisamment motivés pour témoigner devant des journalistes. Et je voulais consacrer la fin de la vidéo à expliquer tout ça. Pour le résumer très rapidement, j'ai été extrêmement volatile dans mon rapport aux gens. Dire que j'étais un fuckboy ou un connard avec les meufs décrit juste un aspect de la chose. Et surtout, j'ai été très fasciné par ces gens, très attaché. Donc là, en fait, je suis pas d'accord. Parce qu'il dit, j'ai été un fuckboy, comme il dit, donc quelqu'un qui a beaucoup de relations, mais en fait, c'est pas comme ça que je suis défini, parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais en fait, là, je suis en désaccord vraiment fondamental avec ça. Comment est-ce qu'on est défini autrement que par nos actions? Comment voulez-vous qu'on se définisse autrement que par nos actions? C'est très bien que je fasse une chaîne sur le fou allié, c'est très bien que je parle du sexisme. Et j'apprécie quand vous me dites, on apprécie tes prises de position, Stéphane, tes vidéos, c'est très appréciable. Ce qui est important, c'est pas que je fasse le fou allié. Ce qui est important, c'est que les préceptes que vous m'avez appris dans le féminisme, je les applique dans la vie de tous les jours. Que je les applique dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, dans mes relations sexuelles, dans mes relations professionnelles, dans ma façon de laisser la parole aux jeunes filles en salle de cours, de me mettre en écoute totale avec les femmes au cabinet, celles qui ont en particulier un rapport à leur corps, parce que je sais très bien ce qu'il peut y avoir comme histoire avant ça. C'est ça en fait, ce par quoi j'ai envie de définir. Je ne veux pas être défini par la chaîne Fou Allié. Je veux être défini par la façon dont je peux impacter positivement les gens autour de moi, en particulier les femmes. Parce qu'on sait que les hommes, on impacte négativement les femmes. On devrait avoir principalement ce truc en tête. Est-ce que ce que je fais a un impact négatif sur les femmes qui m'entourent? Et donc, bah oui, en fait, Léo Grasset n'est pas content qu'on le définisse par rapport à ces accusations-là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, en fait? Si jamais il a eu ces comportements-là, en fait, il est comme ça. S'il a eu un manque d'empathie avec les femmes, il manque d'empathie avec les femmes. Il ne peut pas dire « j'ai eu un manque d'empathie avec les femmes », mais d'un autre côté, je suis en empathie avec les femmes. Donc oui, on est défini par nos actions, Léo. Et oui, probablement que tu as plein de bonnes intentions pour X ou Y chose, mais là, bah oui, tu es défini par la façon dont ces femmes-là ont vécu les relations avec toi. Et ça, c'est plutôt normal. Lâché rapidement à de nombreuses personnes. De très nombreuses fois, j'ai déçu des gens qui m'étaient très chers, tout simplement parce que j'anticipais pas les... Voilà, donc là, il y a le storytelling qui est long, un peu misérabiliste, où il se fait passer pour quelqu'un de très sensible, etc. Vous allez voir, c'est long et c'est un peu gênant parce que c'est pas lui la victime dans cette histoire. J'ai fait des messages que j'envoyais ou que je ne communiquais pas assez bien et que j'ai mal perçu les attentes qu'elles pouvaient développer.
Non, tu communiquais pas assez bien, tu savais très bien ce que tu faisais. Quand on envoie beaucoup de messages à une personne et qu'après on lui écrit pas, on sait très bien ce qu'on fait. Ne jouons pas les naïfs. Il y a plein d'aspects à tout ça. Par exemple, je pense avoir mis du temps à intégrer le décalage entre la façon de me voir moi-même et ce qui est projeté à cause de mon métier, de la façon dont je le fais, et ainsi de suite. Hors sujet, complet. J'ai aussi été très inconstant dans mes échanges entre 2018 et 2019, notamment à cause d'un emploi du temps très erratique. Personne, et j'avais pas Je vous passe ça, il explique juste qu'il a beaucoup voyagé pendant un an. développé de mécanismes que la plupart des gens ont. C'est-à-dire faire attention, prendre du recul, ne pas émettre des messages à tout bout de champ. Ma vie professionnelle m'a en plus offert énormément de rencontres fascinantes. Et j'ai croisé plein de gens que j'admire. Pareil, je passe, donc là il explique qu'il a rencontré des personnes qui l'ont fasciné, il a eu des coups de cœur et donc il a trompé ses compagnes de Encore l'époque. aujourd'hui, même le seul à ressentir de la culpabilité, ça irait. C'était de communiquer honnêtement avec les autres, ni avec moi-même. Donc j'ai trompé, j'ai menti avec l'idée débile que tant que personne ne le saurait, personne n'en souffrirait. Et donc ça, soit c'est un péché de naïveté, soit c'est de la manipulation pour nous faire prendre part à son personnage, mais qui peut encore croire, surtout à son âge, quelqu'un d'intelligent, Léo, ça se voit, qui peut encore croire que quand on trompe quelqu'un, que du coup on a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre à qui on va consacrer du temps et donc on va consacrer moins de temps à la personne précédente qu'elle va pas s'en apercevoir. Qui peut encore croire que la seule personne qui souffrirait de ça, c'est soi? Il y a un côté Atlas, vous savez, qui porte les souffrances du monde sur son dos. Il se met dans cette position-là, de l'Atlas. Moi, je trouve ça odieux. Je trouve que c'est un véritable retournement. Et non, en fait, il n'y a pas que toi qui as souffert de ces trucs-là. Toi, tu n'en as pas souffert, parce que toi, tu allais de relations intenses en relations intenses qui t'ont nourri. Les personnes qui en ont souffert, c'est les personnes qui attendaient que tu rentres de tes voyages, que tu trompais avec d'autres personnes avec qui tu avais des relations intenses, et à qui tu apportais moins d'attention, sans leur expliquer ce qui était en train de se passer. Ça a dû les mettre dans une anxiété monstrueuse. Et ça, c'est un manque d'empathie cruel. Et donc, non, en fait, il n'y a pas que toi qui souffrais de ça. Donc, soit c'est de la naïveté, soit c'est un peu de la manipulation. Et si j'étais le seul à ressentir de la culpabilité, ça irait. Oui, mais d'accord, mais la culpabilité, c'est une chose, mais la souffrance de voir la personne dont on est amoureuse, qui est à l'autre bout du monde, qui répond moins à nos messages parce qu'il est en train de s'impliquer très très fortement avec une autre personne, ça doit être... Enfin voilà, pour avoir vécu ça une fois dans ma vie, ça a été très douloureux, ça doit être très douloureux pour elle. Voilà, tout mon soutien. J'ai été amoureux de plusieurs personnes en même temps et personne d'autre que moi n'était au courant. Bref, je regardais dans plusieurs directions à la fois quand l'autre pensait qu'on allait quelque part ensemble. Et je continuais ma quête absurde d'intensité en repoussant le moment où il faudrait être droit dans ses bottes. De tout ça, j'en suis vraiment pas fier. Faire souffrir les gens qu'on aime le plus, c'est le pire. Et évidemment, j'ai beaucoup de mal à faire la paix avec ce passé. J'ai menti aux gens que j'aimais, par lâcheté et par égoïsme, et c'est vraiment une des pires idées qu'on peut avoir dans la vie. Donc ça, on pourrait penser que c'est aussi un storytelling de sa part. Je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Je pense qu'il faut faire preuve de charité intellectuelle et que c'est sûrement vrai. Que ça, il reconnaît ce truc-là et qu'il s'en veut sincèrement. Moi, je vais vous dire que voilà, quand on mélange tous les trucs problématiques qu'il a pu dire dans cette vidéo-là qui me mettent en colère, j'ai pas l'air d'être en colère, mais je suis en colère. C'est la 4e fois que je vois cette vidéo, j'en ai marre. Ça, je le crois. Je me dis, ok, bon, bah voilà. Il réalise en fait ce qu'il a fait subir à ces personnes-là, il n'en est pas fier. Bon, c'est déjà ça. Certaines personnes que j'ai le plus... Alors, par contre, ça excuse de rien, qu'on s'entende bien. Ça, vraiment, ça l'excuse de rien. C'est juste que je trouve sa vidéo beaucoup moins indécente que celle du bouseux, par exemple. Même s'il y a énormément de passages. Non, en fait, non, je retire ce que je dis. Je la trouve aussi indécente pour d'autres raisons. Pour des raisons différentes. Elle est moins... il est moins dans l'attaque directe, mais en réalité, en fait, il attaque. Il attaque assez férocement et ça va pas du tout. Aimés au monde et avec qui j'ai vécu des choses absolument incroyables sont légitimement déçus de ces mensonges. Perdre des gens qu'on aime par sa propre faute, c'est horrible, parce qu'on peut pas vraiment haïr qui que ce soit d'autre que soi-même. Et à la fin, il reste plus grand-chose, sinon des remords et des souvenirs qui sont teintés par beaucoup de regrets. Donc voilà. Pour être honnête, je fais cette réponse en ayant de très gros doutes sur son utilité. Le message que j'ai à offrir n'est pas aussi flashy que l'article de départ. Mais non, mais l'article de Mediapart n'est pas écrit pour être flashy. L'article de Mediapart, il est écrit pour ouvrir la parole des femmes, leur permettre de parler de quelque chose qu'elles ont vécu, c'est pas une question d'être flashy. Plutôt en nuance. On peut très bien Et l'article de Mediapart est en nuance aussi, contrairement à ce qui est sous-entendu là. se comporter comme un con avec les gens qu'on aime, et avec soi-même aussi, d'ailleurs, au final, sans être ce personnage caricatural. Non, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, si on se comporte comme un con, bah on est défini par nos actions. On peut pas dire je suis défini par mes intentions et ensuite agir de la plus mauvaise des façons. Si tu reconnais avoir agi comme un imbécile, bah c'est normal que ce soit comme ça que tu sois caractérisé. Et la seule façon de casser cette image-là, c'est de changer profondément. De changer en soi et de changer aussi vers l'extérieur, de changer vers le monde, d'être une personne qui se perfectionne, qui travaille là-dessus. Et la vie des gens va changer. Qui est présenté dans l'article.
On peut avoir tout à fait honte de ses échecs sentimentaux, tout en voulant se défendre de cette... De toute façon, c'est pas un échec sentimental que de bombarder de messages une personne, qu'elle tombe amoureuse, de plus envoyer de messages, ou d'être en couple avec quelqu'un, de partir à l'autre bout du monde, d'engager une autre relation sans prévenir. Attention, attention quand même au choix des mots. Cette image sordide qui est fabriquée. Un autre aspect, c'est que cette vidéo peut tout à fait remettre une pièce dans la machine médiatique et servir de matériau de base pour une autre réponse. Ça rend pas, s'il dit oui, Mediapart pourrait ressortir un truc, j'ai pas envie de devoir y répondre 10 fois, Ce qui blablabla. a sauté, c'est évidemment les sponsors. Comme l'avait très juste admise sur certains réseaux, que les annulations publiques, et ainsi de suite. C'est pas mon intention du tout. J'ai surtout envie de vous parler de l'étendue des dégâts qu'une telle chose peut provoquer pour réfuter l'idée souvent admise. L'étendue des dégâts. Donc là, on pourrait se dire, ah bah tiens, il va parler des dégâts, de ce qu'il a pu faire subir à ces personnes-là. Sur certains réseaux, que les annulations publiques n'annulent en réalité pas grand-chose et que les gens accusés s'en sortent généralement très bien. Eh ben non. En réalité, c'est de lui dont il va parler. C'est-à-dire que là, il va nous expliquer les conséquences terribles de la sortie de l'article de Mediapart. Pas de ses actes. C'est pas ça qu'il va dire. Il va pas dire mes actes ont eu des conséquences dans ma vie. Il va dire l'article de Mediapart a eu des conséquences dans ma vie. Ça, pour moi, c'est le pire de la vidéo. Bon, le premier truc qui a sauté... Le pire peut-être avec les attaques au départ sur la vidéaste qu'il accuse de viol, que je trouve odieuse. C'est évidemment les sponsors. Comme l'avait très justement compris l'une des témoins de l'article, lorsqu'il voulait sortir un article sur Lisa, les partenariats institutionnels ou commerciaux sont très volatiles. Et en 2 jours, la majorité des partenaires, dont dépend l'économie de la chaîne, ont coupé les ponts. Avec la vague de soutien pour les témoins est venue une vague de harcèlement et de menaces envers moi. Alors ça, par contre, c'est non. Hein. Les personnes qui regardent cette vidéo, je sais que vous êtes sûrement d'accord avec moi, ça c'est non. Moi je veux dire, le harcèlement, les menaces, enfin je veux dire, mais c'est hors de question. Mais quelle que soit la personne à qui on s'adresse, même si c'est une personne qui est à l'opposé de nos opinions politiques, même si c'est une personne qui est accusée d'agression sexuelle ou de viol, ça c'est absolument hors de question. Moi je pense qu'il aurait dû se faire tout petit et ne pas en parler. Très sincèrement, c'est pas lui la victime dans cette histoire-là. Bon, il est victime de harcèlement en l'occurrence, mais non, enfin je veux dire, on ne harcèle pas les gens, on ne les menace pas sur les réseaux sociaux. Les classiques porteurs de torches et de fourches sont venus me suggérer de me suicider, à un moment où j'avais effectivement pas mal d'idées noires, comme quoi on arrive à trouver un terrain d'entente. Storytelling, s'il a des idées noires, j'en suis absolument navré, mais s'il a des idées noires parce qu'un article a révélé son comportement, bon, bah là, mon empathie, elle est bien amoindrie. Après, s'il a des idées noires parce qu'il souffre, je veux dire, pour des raisons complètement autres que ce qui s'est produit l'article de Mediapart, bon, bah, j'espère qu'il ira mieux et qu'il se fera soigner, évidemment. Maintenant, s'il se sent mal et qu'il a des idées noires simplement parce que il s'est fait gauler et qu'il y a un article, bah, pardon, mais autorisez-nous à avoir beaucoup moins d'empathie, quoi. Ou à m'assurer que s'il me croisait, il me démontrait la gueule. Mes proches, surtout, ont été des victimes collatérales. Oui, ça aussi, c'est inacceptable. Ça aussi, c'est inacceptable d'être allé voir son frère, entre autres, et d'autres, et d'avoir exigé des choses Alors moi, ça me rappelle carrément Roméo Elvis, qui est accusé d'agression sexuelle, et des internautes sont allés sommer Angèle, qui est sa sœur, de justifier parce qu'elle avait chanté Balance ton quoi. On pète un câble, quoi. Mon frère, des créateurs ou créatrices, mais juste pour que vous voyez qu'on peut faire énormément de dégâts en ayant de bonnes intentions. Tout ça n'est pas très précis, et ça fait mal à beaucoup de gens qui n'ont rien demandé. J'imagine que parmi les gens qui me défendaient sur les réseaux, parce que j'en ai vu, il doit y en avoir pas mal qui sont allés harceler les personnes qui témoignent dans l'article. Et ça aussi, c'est débile. Bon, au moins, il a la décence de préciser qu'il y a des gens qui sont allés harceler les femmes qui ont témoigné contre lui. Il a quand même la décence, voilà, de dire que c'est débile. Arrêter le prétexte de masculiniste qui voit le féminisme comme une menace, ça m'a bien pété les rouleaux, je dois dire. Bref, je recherche l'apaisement et j'aimerais faire le deuil de ces quelques années chaotiques, et j'ai la chance d'être bien entouré pour avancer de façon positive. Voilà, on va s'arrêter là. Il reste 2 minutes de vidéo, il parle de l'avenir de la chaîne. Ce ne sont pas des années chaotiques. Ce ne sont pas des années chaotiques, ce sont des victimes. Ce sont des victimes qui ont beaucoup souffert de ton comportement, de ton attitude, et ce n'est pas des années chaotiques pour toi. Peut-être que c'est des années chaotiques pour toi, mais en tout cas, ça n'excuse en rien l'attitude qu'il peut y avoir par rapport à ces femmes-là. Voilà. Une vidéo qui me déplaît très fortement, du début à la fin. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, il y a quand même 2-3 points qui sont voilà, plutôt intéressants, où il reconnaît ses torts, etc. Puis en la revoyant petit à petit, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Non, ça va pas, il faut qu'on soit attentif, nous les hommes, à ce genre de message. Il faut absolument qu'on soit attentif, qu'on entende ce qu'il y a derrière. Moi, je pense qu'il y avait 2 attitudes possibles de sa part. La première, à mon sens, était la meilleure. C'est celle qu'il avait adoptée depuis le début, à savoir ne plus communiquer. Attendre éventuellement qu'il soit convoqué par un juge pour se justifier. Si jamais le juge aboutit ou que la plainte est levée ou quoi que ce soit, il se justifie derrière, en expliquant ce qui s'est passé. Pourquoi pas? Mais voilà le micro. Mais voilà, se taire, ça m'aurait paru continuer à élargir le champ des victimes, parce que là, pour le coup, c'est lui qui va reprendre du coup la lumière, et puis les victimes de ses comportements. Et voilà. Et l'autre possibilité,
pour moi, c'est la plus mauvaise, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire une vidéo, mais ce qui aurait été un petit peu mieux, ça aurait été une vidéo où il a tout à fait le droit de dire « je ne reconnais pas le viol », entièrement le droit, hein, mais une vidéo où il se contente juste de reconnaître ce qui est vrai, en disant « voilà, dans les accusations formulées par ces 8 personnes, voilà ce qui est vrai ». Et s'arrêter là. Pas besoin d'aller montrer que l'une de ces jeunes filles était mise au banc d'autres vidéastes. Pas besoin de montrer que elle était considérée comme quelqu'un qui triche, qui ment. Juste reconnaître en disant le viol, c'est faux. Mais ça, effectivement, c'est vrai. Et c'est lamentable de ma part, et j'aurais jamais dû, et je mérite leur colère. Point. Pour moi, c'était les 2 meilleures façons de réagir. Il a choisi, à mon sens, la plus mauvaise. C'est une fausse vidéo d'explication qui est en réalité une vidéo d'attaque, où il prétend parler du métier de journaliste de Mediapart pour, en réalité, consciemment ou non, hein, finalement retourner l'accusation contre une des plaignantes. Et ça va pas du tout. Voilà, 1h20. C'est long. Je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout. En tout cas, si vous avez une opinion contraire à la mienne, n'hésitez pas à la formuler. Évidemment, Léo, si tu tombes sur cette vidéo-là et que tu n'es pas du tout d'accord avec moi, je partagerai un communiqué. Si tu as besoin, on peut échanger quelques minutes sur la chaîne aussi. Mon avis, fondamentalement, ne changera pas énormément sur ce qui s'est produit. Je n'ai pas d'avis sur le contenu de certaines accusations, parce que je ne peux pas savoir, mais j'ai un avis sur le fait que j'ai l'impression, dans la vidéo que tu fais, que tu n'as pas tout à fait compris en fait les problématiques qui ont été soulevées par les plaignantes. Ou alors c'était mal verbalisé, ou alors je l'ai mal compris aussi, peut-être. Bon, le droit de réponse est complètement ouvert, bien sûr. Puis voilà, dans les commentaires, vous êtes libre d'exprimer votre opinion, essayez de l'exprimer sans agressivité. J'ai tendance à supprimer les messages plus facilement qu'avant là en ce moment. Les messages agressifs, j'ai beaucoup de mal à y répondre parce que j'en reçois plus que d'habitude, je sais pas trop pourquoi, j'ai dû être partagé par quelqu'un. J'ai une augmentation du nombre de vues et beaucoup de messages, de commentaires dans les vidéos. Et j'ai du retard là, je suis un peu fatigué en plus en ce moment, enfin j'en ai déjà parlé. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. Voilà. C'est mieux vaut tard que jamais, mais si vous êtes encore là, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me donner votre avis dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, comme vous le souhaitez. Et voilà, un soutien à toutes les victimes présumées des comportements de Léo Grasset. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salut.